Bonne arrivée sur Héros Télévision. Dans ce magazine, nous allons parler de l'actualité. Beaucoup de dossiers en République démocratique du Congo qui nous intéressent également cette semaine parce que, vous le savez, en étant un bon citoyen de la RDC, nous ne pouvons que nous intéresser à ce qui nous intéresse de plus. Vous êtes beaucoup plus nombreux en train de regarder ce magazine. Il y a d'autres qui partagent dans la famille, afin de pouvoir emmagasiner quelque chose. Nous sommes encore là pour parler actualité de la RDC. 4 dossiers qui vont devoir nous régir, en tout cas, en cette soirée. On va parler du bilan du président de la République démocratique du Congo. 4 ans après, c'était justement le 24 janvier 2019, que Fachi, qu'on appelle Béton, avait pris le pouvoir, bien entendu. Quel bilan avec 4 projets que lui avait appelés prioritaires. On va essayer d'entrer en profondeur. Il nous avait promis la libération des prisonniers politiques. Après, il avait parlé de la lutte contre la corruption. Finalement, Fachi nous avait également parlé de cette impunité et la consolidation de l'état de droit. Et finalement, c'était parmi également le 4 points prioritaires, bien entendu, du président de la République. Aussi, la lutte contre la mauvaise gouvernance. On va essayer d'en parler dans cette émission. Et pourquoi pas parler de ces élections qui se pointent à l'horizon. Nous sommes donc dans la deuxième phase qui est consacrée, bien entendu, aux enrôlements de la partie centre et sud de la RDC. L'intolérance dans différents partis politiques en République démocratique du Congo, on en parle également dans ce magazine Dossier d'actualité. Bienvenue. Parce que Salomon Koutesha, il a été visité par Dieu. Cette semaine, il est nommé, n'est-ce pas, les coordonnateurs provincial de la jeunesse chez ADEFAT. Bienvenue et félicitations. Merci, M. Idriss. Bonsoir ou bonjour aux co-débatteurs, ça dépend du lieu que les gens nous suivent à ce net moment. Nous avons été nommés coordonnateur provincial de l'ADEFAT. C'est une lourde charge que nous avons maintenant pour encadrer tous les jeunes fascistes ainsi que aider le peuple congolais à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jérémy Yave, c'est pour la première fois qu'il nous rejoint également dans cette émission de Dossier d'actualité. C'est lui-là, il a beaucoup de casquettes, hein, mais bon, finalement, aujourd'hui, on les prend comme politique et ça ne fera du mal à personne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Idriss, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir également à nos téléspectateurs. C'est un honneur d'être là avec vous dans Dossier d'actualité, un grand plaisir aussi. Très bien. Et enfin, nous avons maître Mohamed Eyenga, qui est également bien déterminé. Ce serait pour la première fois qu'il soit avec nous dans cette émission. Il est super motivé en tout cas. Bien vêtu ce soir pour également nous éclaircir sur certains points dans cette émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Idriss, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs de Dossier d'actualité. Merci de nous avoir associés à ces débats républicains et citoyens. Ça commence. On va ouvrir ces débats par le tout premier point. C'est le point du bilan que l'on peut attribuer au président de la République 4 ans après. Quel bilan, Salomon Koutesha, que vous attribuez au président de la République, vous qui étiez justement de la majorité? 5 minutes. Merci pour m'avoir accordé la question ou la parole. Nous allons essayer d'expliquer aux téléspectateurs le bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certes, un certain 24 janvier 2019, c'était un jeudi d'ailleurs. Un certain jeudi que le président de la République avait prêté serment. Il a trouvé que la République démocratique du Congo avait beaucoup de problèmes. Lorsqu'il a accédé au pouvoir, c'était un espoir à tous les peuples congolais. Et c'est la toute première fois qu'un président est proclamé. Nous n'avons pas enregistré de morts ni de dérapages sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça signifie que les Congolais avaient confiance, les Congolais avaient senti qu'actuellement, le pays est géré par les fils dignes de cette République. Alors, il accède au pouvoir, il trouve une République ayant des problèmes à tous les niveaux. Tout a été en lambeaux. Nous allons prendre sur le plan diplomatique. Certes, l'espace Schengen, il n'y avait pas une connexion entre certains pays
et la République démocratique du Congo. Nous avons assisté ici à la fin du mandat de Kabila, où l'ambassadeur européen a été renvoyé, et beaucoup de pays ne nous faisaient plus confiance suite à notre mauvaise façon de voir les choses. Quand lui arrive, il commence d'abord à créer, à chercher à ce que des relations diplomatiques puissent être au beau fixe. Et il a été héros en ça parce que tous les pays lui avaient fait confiance, et aujourd'hui nous avons un espoir. Lorsque vous vous dites vous êtes Congolais, en tout cas, on doit quand même vous respecter parce qu'à la tête, il y a un président qui a joué une très bonne diplomatie avec ce que nous appelons son cahier de charges, où il est allé voir même les investisseurs avec le système de win-win 50-50. Donc, si le plan diplomatique, c'est une réussite jusqu'à ce niveau, pour preuve, cela a sanctionné même la fin de la levée de l'embargo, où notre pays a été sanctionné sous Kabila, plus de 20 ans, mais lui, quand il arrive par la bonne foi, il fait la bonne foi, vous aviez dit. Je dis bien pas la bonne foi. C'est-à-dire la République démocratique du Congo peut acheter actuellement des armes sans problème. Évidemment, nous pouvons en acheter tant que nous en avons besoin. Très bien. Si le plan éducationnel, le président de la République a trouvé un article qui était en jachère, l'article 42, où la scolarité primaire était gratuite. Or, ici, en République démocratique du Congo, nous avons assisté à des régimes qui ne pouvaient jamais appliquer cet article. Et lui a appliqué, et au jour actuel, nous assistons à plus de 5 millions d'enfants qui sont scolarisés. Dans la gratuité. Dans la gratuité. Les enfants qui ne payent pas, qui partent à l'école gratuitement. Qui ne payent pas, qu'ils étudient gratuitement. Un bilan positif. Moi qui vous parle, mes enfants sont bénéficiaires, donc c'est quelque chose qui est de positif. Il a trouvé que les agents de l'État avaient un salaire maudit. Ça veut dire maudit plutôt, les agents de l'État n'avaient pas un bon salaire. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il hausse ce salaire-là à plus de 45% sur ce qu'il pouvait obtenir. Donc, Félix-Antoine Tshisekedi, si le plan enseignement, si le plan social, il a essayé d'améliorer la situation des Congolais. Certes, notre République a beaucoup de problèmes. Mais c'est Idriss, on ne peut pas changer les mal de 32 ans de Mobutu, de 18 ans de Joseph, 4 ans de Mouzé Kabila, dans 4 ans. Certes, le chemin est long, mais dans 4 ans, nous enregistrons des avancées significatives qui montrent que notre République peut maintenant avoir l'espoir, ou notre jeunesse actuellement peut espérer que demain ou après-demain, la République peut décoller. Je vais chuter avec, sur le plan politique. Vous êtes sans ignorer que dans cette République, même telle que nous parlons ici, c'était un problème. Lorsque vous essayez de parler, vous critiquez, on vous enlève, vous êtes séquestré, vous êtes en prison et tout comme ça. Actuellement, il y a la liberté d'expression. Actuellement, il y a une liberté d'expression. Les opposants insultent le président de la République matin, midi, soir. Insulté, vous avez. Je dis bien insulté, mais nous assistons à ça. Martin Fayulu, combien de fois il insulte le président de la République? Placebo, tout ça. Mais il n'a jamais été inquiété. Nous voyons la Kabylie qui l'insulte chaque jour ici. Nous voyons certains opposants des nouvelles ères, comme nous avons un ensemble vide et tout consort, tous ces gens-là, ils sont en train d'inciter le président de la République, mais ça n'a jamais fait un problème. Aujourd'hui, dans nos prisons, nous n'avons même pas un prisonnier politique. Tout le monde qui est en prison, peut-être il a des fins judiciaires, mais dit que parce qu'il a critiqué Tshisekedi, parce qu'il a insulté, parce qu'il a tenu des propos discourtois envers le régime qu'il a en prison, cela est faux et archi faux. Bref, sur le plan politique, la liberté d'expression est donnée. D'ailleurs, nous avons même assisté à certains compatriotes qui étaient en exil, qui vivaient en apatride. Mais sous Tshisekedi, ils sont revenus au Congo. Aujourd'hui, ils se sont même fait enrôler. On les appelle Congolais grâce à une seule personne, grâce à la bonne foi d'une personne que nous appelons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne peut pas changer tout dans un clin d'œil. La vie de Lubumbashi que nous vivons avec vous actuellement, tout est en chantier. Regardez comment le gouverneur intelligent, Jacques Aboula Wandani, le premier fasciste, est en train de refaire le travail qui a été fait par ses prédécesseurs. D'une manière résumée, le bilan du président de la République à ce stade est positif. Très bien. Certes, il y a certaines choses qu'on doit améliorer, mais il y a quand même des avancées significatives. Nous ne pouvons que retenir que c'est un bilan positif, Exactement. selon Salomon Koutecha. Monsieur Jérémy Yav,
Mais finalement, je crois en 2019 déjà, au mois de mars, on a assisté à plus de, je crois, néanmoins 700 prisonniers, n'est-ce pas, politiques qui ont été libérés. Il y avait aussi Frank Djongo qui traînait encore en prison. Aujourd'hui, on parle de la lutte contre la corruption. Par rapport à vous, votre analyse, vous pensez attribuer au président de la République quel genre de bilan après 4 ans? Merci beaucoup. Je pense que naturellement, bon, nous sommes dans une émission responsable. Et naturellement, si nous voulons faire une analyse à ce propos, il faut que nous puissions la faire aussi de la manière la plus rationnelle qui soit, avec beaucoup de sobriété, beaucoup de lucidité, pour ne pas plonger dans le populisme ou dans l'excitabilité politicienne d'ailleurs. Ce qui va exaspérer ces téléspectateurs qui nous suivent et qui va ennuyer vous qui nous avez invités et vous qui nous avez honorés. Alors, parler de ce bilan, le critiquer, sans pour autant faire allusion à ce programme d'action, parce que le chef de l'État n'a pas la possibilité de factualiser sa vision sans parler du gouvernement, c'est que naturellement, il faut qu'on puisse vitement analyser le plan ou le programme d'action des deux gouvernements. Le premier gouvernement, celui dirigé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba comme Premier ministre. Le deuxième gouvernement, celui de Sama Lukonde. Mais je pense, avant que nous puissions entrer dans l'analyse approfondie de ces deux plans d'action, qui d'ailleurs ont beaucoup d'acquaintance, parce que la République a les mêmes problèmes, on ne peut pas inventer la roue. D'ailleurs, le disait Sama Lukonde lorsqu'il présentait ce programme d'action. Vous allez sentir que le régime en place essaye de travailler de la manière la plus inconstitutionnelle qui soit. Pour preuve, rappelez-vous de ce programme dit de 100 jours. Ce programme qui avait pour pilote, pionnier, M. Vital Kamerhe, qui est directeur de cabinet du président de la République. Aucune disposition constitutionnelle, bien que nous soyons dans ce supposément état de droit, ne stipule que le programme du chef de l'État ou la vision du chef de l'État sera matérialisée par son directeur de cabinet. Donc il y avait un prétexte à nous présenter, selon lequel le gouvernement de Bruno Tshibala fut démissionnaire. Alors il y a un programme d'urgence, il faut que la population sente vitement l'impact de l'alternance. Alors il y a ce programme dit de 100 jours. En toute inconstitutionnalité, vous avez vu ce procès d'ailleurs de Pakoti qui a prouvé que la justice est inféodée à la politique, supposément encore dans un état de droit. Quand je reste dans cette action inconstitutionnelle posée par le régime en place, le premier prétexte était selon lequel, parce que le gouvernement est démissionnaire, mais le chef de l'État lui-même a palpé un détournement criant outrancier dans le Grand Kasaï dernièrement. Avec un gouvernement en place, mais dans des projets de reconstruction, des réhabilitations des universités et d'autres projets de l'État, on cite les noms des conseillers du chef de l'État, alors qu'il y a des ministres à un gouvernement légitime et légal. Vous voyez, ce qui signifie, c'est juste une manière inconsciente de vouloir faire les choses qui prouve qu'il y a un peu d'amateurisme mais aussi une manière un peu biaisée de gérer la République. Je ferme cette parenthèse pour aller dans les 5 premiers piliers parce que la question elle est vraiment profonde et l'analyser, il faut essayer de lire les quelques piliers du gouvernement. Ce programme Sama Lukonde était basé sur près de 343 actions. Ce qui est encore un peu bouleversant, 343 actions à poser dans 2 ans et demi ou 3. Honnêtement, sur une étendue d'un État qui fait 4 fois la France, 80 fois la Belgique. 343 actions en 2 ans et demi, avec un budget de 8 milliards à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes en train de friser 16 milliards, mais pour une population qui va au-delà de 100 millions d'habitants, vous voyez, 343 actions. Premièrement, c'est une irrationalité qui ne dit pas son nom, parce qu'aucune science ne peut prouver cela par rapport à la factualisation de ces 343 actions. Alors, ce programme a 15 piliers, et 62 axes. Je vais vous lire les 5 premiers piliers, je pense que dans mes minutes. Le premier pilier, c'est la pacification du pays et la promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Pacification du pays. Nous sommes en 2023. Je pense que vous êtes en train de suivre ce qui se passe dans la partie est de la République. La pacification de la République. Le président de la République déplore d'ailleurs. Dans tous les sommets qui passent, il essaye de décrier tout haut que nous sommes attaqués. Je vous en prie. Mais moi, je pense qu'il faut savoir où est sa place. C'est au peuple de déplorer. C'est au peuple de décrier. C'est au peuple de se plaindre. C'est au peuple de plonger dans les jérémiades. Mais au gouvernement d'agir. Mais je pense qu'on a inversé la pyramide. Le gouvernement se plaint, le peuple s'est plaint, et nous attendons que la communauté internationale agisse. Il s'agit de l'aliénation de la souveraineté nationale. Une honte pour la République, surtout en plein 21e siècle. Une honte. Deuxième pilier. Renforcement de l'autorité de l'État, promotion de l'État de droit et de la démocratie. Renforcement de l'autorité de l'État. Vous voyez ce qu'il se passe. On a plusieurs partis coupés de la République. On a des morts. On a aussi des milices à gauche, à droite. On va parler d'autorité de l'État, point d'interrogation. Et depuis 1996 à ce jour, on est à près de 12 millions des morts
en République démocratique du Congo. Troisième pilier, vous allez voir ce troisième pilier, participation au leadership, à la consolidation de la paix, à la stabilité, au développement de l'Afrique. C'est une fiction. La RDC veut participer au leadership de l'Afrique, alors que la RDC sillonne le monde, le continent africain, pour que ce continent vienne à la rescousse de sa fragilisation dans la partie orientale de la République. Parce que la collaboration de la République démocratique du Congo avec d'autres pays ne marchait presque pas. Et lui, à son arrivée, il voulait tout arranger. En écoutant Salomon Koutecha, c'est-à-dire le président de la République, a essayé de mettre la diplomatie dans des bonnes conditions avec la République démocratique du Congo et les pays de l'extérieur. Si cela était le cas, la partie orientale de la République serait déjà pacifiée. Voilà, on parle de cette diplomatie agissante, mais les gens continuent à mourir. Vous voyez, on parle de cette diplomatie agissante, mais on a parlé aussi de Kassindi à propos. Ok, mais en conclusion, quel bilan attribuez-vous au président de la République 4 ans après? Moi, je pense que de ce point de vue... Parce que les gens de la majorité pensent que c'est un bilan très positif, mais dans l'entretemps, ils reconnaissent quand même qu'il y a des petits couacs à pouvoir arranger dans les jours à venir. Mais c'est quand même un bilan positif. Monsieur Idriss, la question est sérieuse. Nous parlons de la nation la plus riche du monde. Nous parlons de l'État le plus riche de toute la planète. Moi, je pense que ce n'est pas une question qu'on va prendre à la légère. Et parler de ce bilan avec un gouvernement qui n'a pas de boussole claire pour gérer la République, il y a plusieurs actions du gouvernement. Fativille, Kitoko, ceci, 145 territoires, dans l'appeuprisme. Gratuité de l'enseignement, c'est encore un peu fantomatique. Il y a un chiffre que on vient de vous donner, que des millions d'enfants d'ailleurs, et ces enfants, à lui, sont bénéficiaires de cette gratuité. Je vous en prie, mais s'il n'est pas au courant, on est à près de 5 millions d'enfants dans la gratuité de l'enseignement. Mais un Congolais vit avec moins d'$1 par jour, moins de 2000 francs par jour. Et il n'y a pas d'écoles qui ont été construites pour que la gratuité de l'enseignement soit assurée. Moi, je pense que c'est une confusion quand on veut analyser la situation. Comme je l'ai dit, ce sont les affaires de la République. Je pense qu'il faut une certaine maturité, même analytique, parce que je vous ai présenté le programme. Il fallait qu'on ait tout le temps pour que vous puissiez comprendre que ça ne fait pas 10% de réalisation, parce que le plan ou même l'action gouvernementale est perdu, désaxé. Donc, un bilan négatif. Absolument. Selon vous. Alors, Maître Mohamed Yenga, aujourd'hui, c'était parmi les 4 projets, ou 5, s'il faut aller même au-delà, prioritaires du président de la République. Aujourd'hui, nos amis de la majorité prennent encore ici un état de droit. Ici, dans cette bonne réalisation, bien entendu, du président de la République avec la réalisation de la gratuité, on venait de nous donner des chiffres ici et de preuves, et aussi la bonne gouvernance. Après 4 ans, pensez-vous que toutes ces 4 promesses, n'est-ce pas, avancées par le président de la République, a été quand même, d'une manière ou d'une autre, réussies après 4 ans? Merci beaucoup, monsieur Idriss, de la parole nous accorder, parce que toutes les 4 promesses du chef de l'État ont été exécutées. Ici, il faut préciser qu'il ne s'agit pas de 4 promesses. Il s'agit prioritaire. Au début, nous pensons du début. Pendant qu'il était au début, qui ont été codifiés dans un livre, d'ailleurs par un compatriote. Alors, d'entrée de jeu, il faut préciser que la question est tellement importante qu'elle nous exige d'éviter de verser dans la facilité du raisonnement. Parce que, ici et maintenant, il faut noter que le mal est profond. Bien aux antipodes de cette autosatisfaction de certains qui sont apparemment seuls à voir ce que tout le monde ne voit pas et à ne pas percevoir ce que sent tout le monde. Moi, je vais y aller pour des raisons pédagogiques. Je vais y aller secteur par secteur. Parce que dans les programmes présentés par le gouvernement et violés de façon flagrante par les chefs de l'État, on a commencé parmi effectivement ces piliers, il y a notamment la bonne gouvernance. Et ici, il faut préciser, mon co-débatteur Jérémy l'a dit, il faut préciser ici que le chef de l'État s'est distingué dans la mauvaise gouvernance. Parce que, constitutionnellement parlant, il ne revient pas au chef de l'État, ainsi qu'à ses proches collaborateurs, mieux à ses conseillers, d'exécuter les programmes gouvernementaux. Le chef de l'État, aussitôt investi
chef de l'État au sommet du gouvernement, il s'était permis, ensemble avec son allié, M. Vital Kamerhe, de lancer avec pompe, comme dans ses habitudes, un programme appelé 100 jours de chef de l'État. Et ce programme a décimé plus de 100 millions de dollars. Il y a un monsieur qui a été arrêté quelques mois après, libéré de façon miraculeuse. Et le monsieur a été dans l'incapacité de nous dire comment est-ce qu'il avait canalisé les fonds qui ont été décaissés pour exécuter différents projets dans le programme du gouvernement. Parce qu'ici, il faut préciser qu'il s'agissait notamment de construire des écoles, plus de 200 écoles, construire des hôpitaux, des maisons préfabriquées. Et jusqu'au moment où je vous parle, il y a des maisons qui sont en train de moisir au niveau de Dar es Salaam. Rien n'est fait. Donc, par rapport à ces programmes, et même c'était à l'époque réunis au niveau de la présidence, ils ont monté une commission dans la précipitation, laquelle commission avait pour rôle d'évaluer les programmes nommés 100 jours de chef de l'État, et ils se sont auto-évalués à 70% parce qu'il s'agit de ces gens-là qui étaient à la base de la conception de ces projets et même l'ont exécuté, et c'est toujours chez ces gens qui faisaient partie de la commission qui avait pour rôle de pouvoir évaluer les programmes en question appelés 100 jours. Mais au niveau de la population congolaise, comme je l'ai dit, c'est un grossier mensonge parce que toutes ces maisons préfabriquées qu'on nous avait promis, c'est des maisons qui en réalité n'existaient pas. Le chef de l'État, comme dans ses habitudes, il a encore lancé un autre projet, toujours avec pompe, appelé la lutte contre la pauvreté. Un autre projet qui a encore décimé des millions de dollars. Et aujourd'hui, nous faisons partie des 10 premiers États au niveau mondial, bien sûr, sur le plan de la pauvreté à travers le monde. Et donc, la lutte contre la pauvreté qui nous a été brandie ou vantée par les chefs de l'État, c'est encore un grossier mensonge parce que la population congolaise, plus de 90% de la population congolaise vit avec moins $1 les jours. Un troisième projet, lancé toujours avec pompe par les chefs de l'État, appelé Chile-Gelo. Et lequel projet? Ça, ce sont des récents projets. Je suis en train de parler de ces 4 prioritaires. Je parle de la bonne gouvernance. Très je bien. vous ai bien dit que les chefs de l'État se distinguent dans la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, il a promis, Maître, je vais y arriver, il a promis une bonne gouvernance parmi les 4 projets prioritaires, et c'est lui-même qui tombe dans la mauvaise gestion. Les chefs de l'État nous a promis la bonne gouvernance. Et cette promesse fait partie d'une centaine de promesses du chef de l'État, mais lui-même, c'est un bon élève dans la mauvaise gouvernance. Et je suis en train de le démontrer ici. Un autre projet appelé Chile-Gelo. Chile-Gelo, pour votre information, c'est en Chiluba et ça veut dire exemple. Donc, on peut avoir un bon exemple ou un mauvais exemple. Alors, Chile-Gelo, c'est encore un autre projet, une autre escroquerie du siècle. Et ce projet a été confié aux proches collaborateurs du chef de l'État. Et ici, il faut préciser qu'il y a un monsieur qui s'était vanté à l'époque dans le procès Vital Kamerhe, qui se disait qu'il faisait plus de 10 notes par semaine et qui déposait sur la table du chef de l'État, c'est M. Bilomba, et qui a défendu la construction de 2 écoles en Bujimaï et qui nous ont coûté 4 millions de dollars. Et ici, d'ailleurs, il faut préciser que ces écoles sont toujours inachevées. Donc, il y a 2 écoles inachevées qui sont en pleine construction en Bujimaï, mais qui ont coûté au trésor public 4 millions de dollars américains. Dans la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, le bilan est très négatif jusque-là. Très négatif. Moi, je parle et il y a des honorables téléspectateurs qui nous suivent et qui sont témoins de tout ce que je suis en train de raconter sur ces plateaux. Terminé. Un autre secteur. Terminé. Je suis maintenant du point de vue économique parce qu'il y a un gouvernement qui se vante, qui est en train de brandir une certaine maximisation des recettes, qui nous parle de la maîtrise et du cadre macroéconomique. Mais je pense que c'est le premier régime à travers le monde qui défend un paradoxe. Pourquoi le paradoxe? D'une part, on nous vante la maîtrise du cadre macroéconomique, mais d'autre part, ce régime a défenestré le numéro 1 de l'économie nationale. Vous êtes sans ignorer que le ministre de l'économie, qui était de l'Union sacrée, a été destitué par l'Assemblée nationale, et vous êtes sans ignorer que non seulement l'Assemblée nationale
est constitué dans sa plus grande majorité de gens de l'Union sacrée, mais aussi la motion qui a été à la base de la défenestration du ministre Kalumba a été initiée par les députés de l'Union sacrée. Et qu'est-ce qu'on a reproché à ces ministres? Notamment l'incompétence. Notamment le fait pour ces ministres d'avoir commandé des Thomson. Et ici, il faut préciser que ces ministres considérés par certains Congolais comme étant les ministres des Thomson. Et même la décision... Ce n'était pas mal, maître, de pouvoir nous amener à... Ici, il faut préciser, parce que les gens ont beaucoup plus chargé les ministres. Mais tout en oubliant que la décision qui consistait à commander les Thomson de la Namibie a été prise en plein Conseil des ministres. Très bien. Et selon certaines indiscrétions, c'était par l'initiative du chef de l'État. Et bien. ces ministres ne pouvaient pas s'opposer à la vision du chef de l'État, imaginaire, c'est-à-dire dans 4 ans, votre bilan est négatif. Pas notre bilan. Je ne suis pas de l'Union sacrée. Non, c'est votre analyse. Je parle du bilan de l'Union sacrée et donc du chef de l'État. Sur le plan économique, parce que logiquement parlant, on ne peut pas parler du bilan positif sur le plan économique, mais en même temps, on s'est quand même permis de défenestrer les ministres de l'économie. C'est un paradoxe qui ne peut être justifié que par les amis de l'Union sacrée qui défendent, je ne sais pas, une vision non chiffré et qui n'est connu que par le chef de l'État lui-même. Merci, maître Mohamed. On va y arriver. On va y arriver. Vous avez consommé votre 5 minutes. Mais monsieur Jérémy Yava, lutte contre la corruption. Le chef de l'État a quand même ressuscité cette affaire EGF qui dormait pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on pense que ce département de l'inspection générale de finances qui arrive à faire un bon travail. Je pense que c'est un pas à louer au travers de ce bilan. Évidemment, c'est un pas à louer, mais moi je pense que naturellement, quand on est en enfer, quoi qu'il arrive, on est en enfer. Je ne pense pas qu'en enfer, tout est si mauvais. La RDC est l'enfer, désormais. Plus qu'infernal. Je pense que naturellement, il y a des petites bonnes choses en enfer, mais parce que c'est infernal, même les petites bonnes choses ne valent absolument rien. Vous voyez, quand on parle de l'IGF, qui d'ailleurs existe depuis 1987, mais souffrez que je vous dise que naturellement l'IGF a été aussi utilisé à plusieurs reprises pour faciliter au régime de Félix Tshisekedi d'asseoir son pouvoir. Parce que c'est l'IGF, ou je dirais, pour ceux qui sont de l'Union sacrée, grâce à l'IGF, une mauvaise grâce d'ailleurs, une disgrâce, que le gouverneur Mouyège a été destitué de la manière la plus inconstitutionnelle qui soit. C'est grâce à la disgrâce de l'IGF que Matata Ponyo Mapon, jusqu'à ce jour, est inquiété. Vous voyez, c'est grâce à la disgrâce de l'IGF aujourd'hui qu'on a compris au fond que c'était un outil utilisé par la présidence de la République pour fragiliser les acteurs politiques. Vous voulez dire que l'IGF est géré et imposé par la présidence de la République? C'est ce que vous voulez dire? Imposé, non, mais légalement parlant, l'IGF est un outil de la présidence de la République. C'est comme ça. L'IGF dépend du président de la République. Et politiquement parlant, ça rentre dans la machination politique pour asseoir le régime. Combien de fois la présidence de la République a fait des dépassements budgétaires? Et c'est l'IGF qui s'est permise, sauf que je le dise, de dire que cela n'était aucunement pas infractionnel, qu'on s'en inquiète pas. Des millions de dollars dépensés par la présidence de la République, l'IGF s'est tue. Dans l'affaire RAM, qu'a fait l'IGF? C'est une question qu'on doit se poser. Dans l'affaire Covid, avec le ministre national de la Santé, l'ex-ministre national de la Santé, qu'est-ce que l'IGF nous a présenté comme situation? Dans plusieurs cas, ce qui signifie qu'au fond, que l'IGF est utilisé par le pouvoir en place pour asseoir son régime. Aucunement pas, ça ne profite au trésor public. Pourquoi je vous le dis? On nous a parlé de 8 milliards dernièrement, nous fûmes à 4 milliards et puis 10 milliards. Mais le social n'est pas touché. Moi, je pense que c'est une question qui devrait aussi interpeller l'IGF pour dire, mais comment est-ce que ce budget qui grimpe en chiffres n'a pas d'incidence sur la vie sociale du peuple? Dans leur vie, dans leur pensée, c'était justement pour lutter face à cette corruption qui a atteigné un certain niveau un peu très élevé en RDC. Oui, mais souffrez que je vous le dise. Actuellement, les gens ont peur quand même de détourner l'argent de l'État dans des entreprises si facilement. Non, ceux qui ne sont pas de l'Union sacrée ont peur. Mais ceux de l'Union sacrée sont dans la jouissance. Kabound, Jean-Marc l'a dit, c'est une preuve patente. Quand il a parlé de la jouissance des Juifs, c'est Jean-Marc qui l'a dit, qui fut de l'Union sacrée, un acteur important de l'Union sacrée. Et de l'UDPS. Et de l'UDPS. Et quand il a dit, l'IGF existait déjà. L'IGF pouvait même se saisir. Parce que vous savez comment on saisit l'IGF? Même par une simple dénonciation. Mais dans tout ce que Kabound a dit, pourquoi l'IGF n'a pas été intéressé par cela?
Parce qu'il est géré, selon vous. De la politique aillerie qui veut asseoir un système à l'issue duquel le peuple n'y trouve pas son compte. Salomon Koutécha, vous écoutez vos co-débatteurs sur ce plateau. Le président de la République, parmi ce projet prioritaire, en avance bien entendu, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a parlé de la bonne gouvernance. Mais ici, on nous fait voir qu'il a parlé de la bonne gouvernance et lui-même, il se retrouve dans la mauvaise gouvernance. Votre réaction? Merci pour la parole. J'ai suivi religieusement mes deux débatteurs. Je vais commencer avec celui de ma droite, Jérémy Yave, qui venait d'entrer en politique il n'y a même pas un mois. Je comprends, il a encore des séquelles de la société civile. Oh, la politique a ses méandres. Lorsque nous voyons sa famille politique qui est chapeautée par Adolphe Mozito, lui qui félicite le chef de l'État chaque jour qu'il a un bilan positif, qu'il fait mieux. Que vous êtes incapable de prouver. Je vais le prouver. Très bien. Et lui vient sur ces plateaux pour tomber dans la facilité. Je suis un peu ému, sentir qu'il doit revenir quand même à son bon sens, parce qu'il y a beaucoup d'émissions que moi j'ai enregistrées avec Jérémy Yave, où il reconnaissait les prouesses de ces gouvernements. Il a reconnu les bienfaits du bilan du président de la République. Les vidéos sont là. Et il a changé. Très bien, continuez. À ma droite, si aujourd'hui il change, je comprends que peut-être sa conscience est ailleurs et n'est pas sur ces plateaux ici. Je vais y arriver. Mon ami Maître Eyenga a dit ici que le président de la République, c'est lui le plus mauvais parmi tant d'autres des personnes qui sont au gouvernement. Je veux lui dire que Maître, quand je prends les projets des 100 jours que vous faites allusion ici, je veux vous jurer que ce projet-là a été une réussite. Peut-être vous le projet des 100 jours qui a amené à Vital Kamerhe en prison. Je vais y aller par des preuves. Allez-y. Dans ce projet-là, on allait construire plus de 200 écoles. Et je vous informe que toutes ces écoles ont été construites. Ici en République démocratique du Congo. Toute l'étendue de la République. Je vous informe qu'ici à Lubumbashi, du côté PH, nous avons une grande école construite dans les 100 jours. Nous avons l'hôpital Sendwe qui a été réhabilité dans les 100 jours. Mais allez, mais moi je parle, c'est les faits. Pourquoi Sendwe réhabilité dans les 100 jours? Nous avons les avenues qui ont été. Nous avons les boulevards. Félix Antoine Tshisekedi. Ici à Lubumbashi, chaussée de Kassenga, qui a été... Mais le peuple avait refusé. Soyez quand même... Allez-y, vous laissez... Allez-y, allez-y. Soyez patient. Très bien, vous avez la parole, allez-y. Qui a été réhabilité dans les projets 100 jours. Nous avons des écoles qui ont été construites dans l'espace Grand Kassai dans les 100 jours. Si ici disent que M. Marcelin Bilomba avait détourné l'argent, non, mais cela a été démenti par l'entité qui gérait de l'argent, que non, Bilomba n'avait jamais touché l'argent et tout l'argent a été alloué aux actions. Je vais aller sur les projets de Chile Gelou qui sont en train de me parler ici. Mais lui, ici, sur ce plateau, chez lui, il y a un grand marché qui a été construit dans les projets Chile Gelou. Il y a une route qui doit quitter de Chikapa vers Kananga qui est jusqu'à un certain niveau. Toujours dans les mêmes projets. Aller en Mbujimaï, il y a des routes construites ici dans la ville de Lubumbashi. Nous avons la route Mokambo-Sakanya. Mais c'est un boulevard. C'est une action qu'on a menée pendant les 100 jours. Pourquoi les gens doivent commencer à chercher les faux fuyants ici? Il y a des maisons préfabriquées. Allez-y au Kanchacha, Kinshasa. Il y a des hôpitaux modernes qui ont été construits dans les projets des 100 jours. Aujourd'hui, ça veut dire il n'y a rien à se plaindre sur ce projet-là. Ça a été une réussite. Même tes co-débatteurs. À Kinshasa, il y a des sauts de moutons partout, toujours dans les mêmes projets des 100 jours. Qui ont été construits avant l'arrivée de Félix Tshisekedi. Non, c'est pas on en a vu également avec Joseph Kabila. Écoutez, Tshisekedi l'a fait d'une manière officielle. Nous avons assisté à plus de 12 sauts de moutons à Kinshasa. Ah, d'une manière officielle. Exactement, qui ont été réalisés. Laissez-moi assez du temps. Allez-y. Je suis devant deux co-débatteurs de l'opposition. Donc, moi, je suis le double. Allez-y. Moi, je dois avoir 10. Allez-y. Comprenez-moi. Ils sont en train de parler que le président de la République, il a un bilan qui est négatif à ce stade. Monsieur Jérémy Yave, je vous informe que sous Tshisekedi, dans les 4 ans, il y a 1000 écoles qui ont été construites pour lutter contre la gratuité de l'enseignement. C'est quelque chose qui est... Lutter contre la gratuité de l'enseignement. Je vous informe que... Oui, c'est bon. Pardon, j'ai rectifié mes dires. Pour... Vous voulez gérer la République avec des phrases comme ça. Écoutez, mais calmez-vous, laissez-les. Pour essayer d'améliorer à ce que la gratuité soit vraiment matérialisée selon la vision du président de la République. 1000 écoles
À Lubumbashi, il y en a. J'ai des preuves parce que je suis dans le secteur de l'enseignement. Je vais aller cas par cas. Certes, il y a certaines personnes qui ont été désabotées. Vous, sur ces plateaux, vous êtes un fonctionnaire de l'État. Mais votre salaire a été quand même doublé ou quadruplé. Et c'est quelque chose qui est clair. Allez-y à la SNCC. Est-ce que nous avons vu sur la gestion des Tshisekedi des grèves là-bas? Et ce n'est pas un bilan. Sous Kabila, c'était matin, midi, soir, les gens l'ont grévé. Actuellement, on ne grève pas dans les institutions de l'État. Sont payés auto-normalisés. Et ils sont payés à la date. C'est quelque chose qui est fiable et vérifiable. Je prends un exemple, un enseignant qui enseigne à Moussumba ou bien à Kafankumba là-bas. C'est un exemple. Cet enseignant-là qui touchait 100 000, aujourd'hui il touche 300 000 francs congolais. Dans ce pays. Dans ce pays. Je vous dis, j'ai des preuves. Ici à Lubumbashi, les enseignants touchent 450 000. Si nous ajoutons la prime de la gratuité 50 000, ils sont dans les 500. À la Imara, à la Tendele demander, ils vont vous dire que oui, c'est vrai. C'est ce qu'ils touchent. Mais pourquoi ils menacent de gréver à chaque instant? Donc, ce n'était qu'une parenthèse. Ce sont certains prélats qu'on manipule par certains politiciens pour essayer de gréver. Mais la réalité est tout autre. C'est-à-dire, je voulais à ce qu'on puisse terminer ces débats. Donc, pour vous, c'est correct. Ce qu'ils disent là, ce sont des sujets qui ne sont ni fondés, ni quoi que ce soit par la haine. Ils ne sont pas dans les débats. Ils sont en train de vexer dans la facilité, dans des événements, dans les émotions. Mais ce qui est vrai, je l'ai dit dans mon préambule, qu'il y a des avancées significatives. Très bien. Dans certains secteurs, mais il y a des problèmes. Pourquoi je vais les dire ainsi? Il ne faut pas... Aussi le plan social, certes, il y a un peu de grogne. Pourquoi? Parce que nous savons que notre économie est extravertie. Nous importons tout, même les piments, ici en République démocratique du Congo. À qui la faute? La faute est aux Congolais. Mais ça fait les Congolais n'aiment pas cultiver. Ils aiment toujours des belles vestes. Ils aiment toujours parler, manger, mais ils n'ont... Allez, à Kasumbalé, ça voyait comment nos compatriotes... La faute est aux Congolais. Ils sont en train d'acheter même les piments là-bas. Le gouvernement, je vous informe que la population louchoise qui nous suivent, dès ce lundi, la farine va baisser à de 20 000 francs congolais, quelque chose qu'on doit allouer avec le gouvernement parce que nous avons les outils pour faire face à toutes les... Jérémy, une réaction parce que vous aviez demandé une réaction. Mais Yav doit avoir combien de paroles? Il a demandé une réaction par rapport à ce qu'il a dit. Mais respectez quand même, monsieur Honorable. Je l'accorde, monsieur Jérémy. Une réaction, ce n'est qu'une réaction. Allez-y. Je ne suis pas un parlementaire debout. Monsieur, mon ami, ne faites pas preuve d'aigreur. C'est de la petitesse d'esprit, souffrez, que je vous le dis. Non. Vous savez, c'est vous qui êtes en perte de vitesse. C'est tellement bouleversant quand... Mozito accepte, vous refusez. Ça veut dire quoi? C'est tellement on va même vous virer. On va vous virer de votre parti après cette émission. C'est tellement bouleversant. Vous êtes un peu, permettez le terme, impoli par rapport à votre... Allez-y, non, gérez vos mots, s'il vous plaît. De l'impolitesse politique, je dirais. S'il vous plaît, allez-y. C'est tellement bouleversant quand un acteur de l'Union sacrée dit que les gens ne mettent que des vestes, on va chercher de la nourriture en Zambie. Exactement, c'est une vérité. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites au pouvoir au juste? Et puis vous ne savez même pas que c'est vous qui devez mettre fin à cette situation. Regardez-moi cette dose d'inconscience. C'est vous qui devez faire en sorte que les gens ne puissent pas acheter la nourriture à Kasumbalesa. Mais vous venez constater, comme ceux de l'opposition, à moins que vous puissiez l'être. Rapidement, je vais balayer quelque chose. Vous avez 2 minutes. Je vous en prie. C'est parce que c'est une réaction. Je vous en prie. Hôpital Saint-Louis. Pour votre information, cette réhabilitation, projet de réhabilitation date depuis le régime Kabila. Et on l'avait fait? Non mais... On l'avait fait, c'est dans les 5 jours. Pour votre information. Mais on a réalisé. Non mais... Laissez-lui terminer, c'était qu'une réaction. Quand vous parliez, j'étais silencieux. Mais les mensonges, je ne peux pas passer. C'est la vérité. Et pour votre information, aujourd'hui, l'hôpital Saint-Louis n'est pas géré par l'État. C'est la maison Pungu qui gère. Ce qui signifie, encore une fois, l'État vient faire preuve de son... Mais souffrez. L'État vient de faire preuve de son incapacité à gérer l'hôpital Saint-Louis, premièrement. Il a parlé des écoles. Et puis, même pour mentir, il faut un peu d'intelligence. Au niveau de péage. Vous voyez? Alors, acceptons que c'est au niveau de péage. Il y a combien de gens qui habitent le péage là-bas? C'est très excentré. Même si c'est un gros mensonge. C'est que naturellement, c'est une action qui n'a pas de sens. Il faut savoir où est le besoin pour construire l'école là-bas. Le péage, c'est très loin de la ville de Lubumbashi. Ce n'est pas Lubumbashi. Non, souffrez. Ce n'est pas Lubumbashi, c'est en Zambie. Vous vous permettez de mentir pour dire que l'État, même pour mentir, il faut un peu d'intelligence. Troisième point. Il s'agit, quand il dit Mouzito a dit, vous vous dites, il faut élever le débat. Il s'agit de la paradoxalité politique. Dernièrement, nous avons dit que, par rapport à la levée de l'embargo, nous avons félicité le gouvernement en place, mais nous avons demandé au peuple de faire frein à toute fraude électorale.
On dit et on se dédie. C'est une autre intelligence politique. Quatrièmement, maisons préfabriquées, ils s'en vantent. Mais attendez, on est dans quel état ici? Il dit que c'est un projet réussi. Non, mais 100 jours du chef de l'État. Mais c'est une grossièreté. Je vais rester dans Et c'est pour ça que Camara a été acquitté. Parce que ce qui n'a pas été fait, non, mais attendez. qu'on comprenne. Vous savez ce qui n'a pas été fait dans ces projets. Ce peuple est déçu. Dernièrement, l'université de Lubumbashi a produit plus de 1000 licenciés, 4000 même. Il y a des architectes qui peuvent nous construire des belles maisons. Mais ici, on parle des maisons préfabriquées dont on a été en contact avec la Turquie, avec d'autres États, alors qu'ici, et ceux-là qui ont construit ces maisons sont des expatriés. Et si vous vous vantez, avec ce plan gouvernemental, vous laissez les architectes congolais, que vous produisez chez vous, il y a des gens qui dès qu'on a fabriqué ma brique, pourquoi ne pas acheter sur place? Mais vous, le gouvernement qui devait soutenir la main-d'œuvre locale, vous vous vantez des maisons préfabriquées que vous avez commandées. Attendez un peu. Cinquième, projet 100 jours. Vous savez d'où provenaient ces fonds de 100 jours? De la réserve du régime Kabila. Quand c'est qu'il venait, il n'y avait pas d'argent. Exact. Mais je vous en prie. Sixième point, 1000 écoles. Mais et que Dieu vous pardonne, honnêtement. Que Dieu leur pardonne. C'est tout ce que je dirais ici. Trouvez-moi les contraires, non? J'ai dit 1000 écoles. Mais parce que... Avec de on demande un pardon à Dieu. Qu'il aille au ministère de l'Enseignement, j'ai bien dit 1000 écoles. Que Dieu vous été, pardonne. dans l'espace Grand Katanga, c'est une information. Il y a c'est mon temps de parole. 50 écoles qui ont été construites. Mais pourquoi vous vous agitez? Non, je ne m'agite pas. Mais c'est mon temps de parole. Parce que vous dites que Dieu me pardonne, c'est mon une temps de réalité. Très bien. Je vous ai dit, allez au Vous allez laisser péage, terminer. C'est 30 secondes restantes. Laissez-moi chuter en beauté. Voilà. Dossier SNCC, ça prouve seulement qu'il faut qu'on s'informe. On vient dans une émission sérieuse. À la SNCC là-bas, 100 $ valent 90 000 francs. Non, c'est l'ancien régime. Mais allez vous renseigner. Pas actuellement. Mais pourquoi? Mais vous êtes très agité. Je vous dis actuellement. Calmez-vous d'abord. Ayez c'est un mensonge. Mais pourquoi vous vous agitez à tout moment? Risque de vous lapider. Parce que vous dites c'est qu'elle ne touche pas. Ça veut dire les taux d'échange au niveau de la SNCC restent encore sur vous êtes alors qu'on est à 210. d'investigation. Ça je le sais, allez-y. Voilà, très bien dit. On est à 210. L'ancien régime. Mais au niveau de la SNCC, le taux 100 $ valent 90 000 francs. Mais l'IGF existe. Vous m'avez posé la question autour de l'IGF. Je vais chuter par ceci. 100 000 francs d'antan, 90 000 francs. Aujourd'hui, il y a une amélioration. On passe de 100 000 francs à 130 000 francs. Quand c'était 90 000 francs, ça valait 110 $. Et aujourd'hui, 300 000, ça vaut 142 $. Ouais. Ah, voilà, le taux actuel. Bon. Et que, mais maintenant, je ne sais pas, si on doit venir avec un co-débatteur qui n'a pas toute cette connaissance, il faut le changer. Moi, je voudrais bien, comme c'est dans l'affaire de la République, qu'on y mette un peu plus d'intelligence que caricatural, impoli, tout ça. Respectons-nous politiquement, de la grandeur. Il faut faire preuve d'intelligence et de rationalité. Parce que Mosito accepte, vous refusez. Très bien, on va se calmer. On va se calmer pour clôturer ces débats. C'est justement le point politique, cher Jérémy. Le point de vue de Salomon Koutécha et à cette histoire. Je pense que le peuple congolais, vous qui nous regardez partout dans le monde, vous avez aussi un bilan attribué au président de la République. Rapidement, on va passer au deuxième thème. Je vais commencer avec Maître Mohamed Eyenga avec moi sur ce plateau. Après, bien entendu, la première partie, ouest de la République démocratique du Congo, qui actuellement arrive encore à assister à un petit prolongement, n'est-ce pas? La CENI a prolongé encore cette partie, mais cela n'a pas empêché à ce que la partie centre et sud de la République démocratique du Congo commence également ces processus-là d'enrôlement. Mais bon, nos caméras de dossiers d'actualité a essayé de circuler dans différents bureaux et centres et on s'est rendu compte qu'il y avait encore d'autres problèmes de machines et tout et tout. Voici la question. Avec tout ce qui est comme méandre, avec tout ce qui est comme date selon le calendrier électoral, Maître Mohamed Eyenga, pensez-vous qu'on ne va pas assister à un prolongement, bien entendu, au-delà du mois de décembre, selon les calendriers électoraux? Merci, monsieur Idriss, de la parole nous accorder, qui me soit quand même permis de revenir un peu au premier point. Vous avez 5 minutes. Rappeler à mon co-débatteur de l'Union Sacrée qu'il est de l'Union Sacrée, il est proche de l'UDPS, il doit s'assumer. Il doit éviter de sous-traiter Mosito ou sous-traiter mon ami Yav sur ces plateaux. Quand on est représentant d'un régime, on s'assume, on ne vient pas sous-traiter quelqu'un sur ce plateau. Il faut s'assumer. Ça ne badine pas ici. Vous voulez dire qu'il ne s'assume pas? C'est dossier d'actualité. Je réponds à votre question. C'est vrai que nous avons clôturé aussi les premiers points, mais ici, il faut préciser que sur le plan sécurité, c'est aussi un bilan. M. Tshisekedi, dans sa diplomatie de complaisance, de voyage, du temps perdu, il s'est quand même permis de coaliser avec les ennemis de la République démocratique du Congo, jusqu'à arriver au point de considérer M. Kagame
Kagame qui a toujours été considéré par chaque Congolais consciencieux comme étant les génocidaires du peuple congolais, qui est donc à la base de la mort de plus de 10 millions de Congolais. Le chef de l'État, dans sa diplomatie de tâtonnement, il l'a quand même accueilli avec pompe à Kinshasa, et donc un héros national, plus que même Mouzé, Laurent Désiré Kabila et Lumumba. Et donc on doit arrêter avec cette politique à l'aveuglette, cette politique de tâtonnement, parce qu'il s'agit des vies congolaises qui sont fauchées chaque jour. Et d'ailleurs, je porte à sa connaissance, parce que j'ai comme l'impression qu'il se permet de venir sur ce plateau sans être informé, qu'il y a une cité qui a été occupée et récupérée hier par les gens du M23. Et donc sur le plan sécuritaire, non seulement le bilan est catastrophique, mais la situation est déplorable, parce que M. Kabila a laissé ces pays entièrement dirigés par les institutions de la République. Et aujourd'hui, nous avons un territoire plus grand que le Rwanda, qui est dirigé par le Rwanda, derrière le mouvement M23. Allez-y dans le sujet. Avec votre politique sécuritaire de sous-traiter cette question qui est d'une importance capitale. On comprend, c'est vrai que vous êtes à la fin de votre mandat, c'est vrai que vous êtes conscient que ce peuple ne commettra plus l'erreur de vous élire, si vous voulez, en 2023, mais partez calmement, laissez ce territoire. Vous pouvez rentrer calmement à Bruxelles. Je réponds à la question en rapport avec les processus électoraux. C'est vrai que nous avons tous constaté qu'il y a, à l'issue du point de presse tenu à l'époque par M. Kadima, le président de la CENI, au cours duquel il avait effectivement lancé l'opération d'enrôlement. Mais ici, il faut préciser que dès le début, il y avait une certaine cacophonie entre M. Kadima et la rapporteure, sauf erreur de ma part, Mme Nsia. C'est Nsia, je pense. Nsia, parce que cette dame avait saisi M. Kadima par écrit en remettant en cause tout ce qu'il avait pratiquement pris comme option, en disant que c'était une erreur de fixer l'échéance à 1 mois. Là, c'est la numéro 3 ou 4 de la CENI. Dès le départ, entre eux, il n'y avait pas de certitude. Il y avait une cacophonie. Le monsieur a été vanté par les gens de l'IDPS comme étant l'expert en matière électorale, mais il semble, selon certaines indiscrétions, qu'il ne l'a jamais été. C'est plutôt un expert en matière d'observation. C'est des choses différentes. Parce qu'on a constaté déjà dès le début, un expert ne pouvait pas commettre cette erreur et qu'il y ait cet tollé ou cette confusion déjà dans son bureau. Effectivement, nous a donné raison parce que ils étaient obligés, ils ont été dans l'obligation de pouvoir ajouter, je pense, 1 mois ou 30 jours, juste au niveau de Kinshasa. Alors, non seulement cette cacophonie que nous avons constatée, il y a un autre aspect très important, c'est ce que d'aucuns ont considéré à tort ou à raison comme étant des erreurs techniques, de l'imperfection. Il y a de ces gens qui sont d'abord arrivés, dans un bureau d'enrôlement à 6 h du matin, pour être reçus à 23 h. Nous sommes en République démocratique du Congo, un État dirigé par Fachi Beton, mais où les gens vivent au taux du jour. C'est-à-dire que vous devez quitter très tôt le matin à la maison pour aller chercher et trouver 10 000, 5 000 ou 10 000 francs et rentrer à la maison peut-être à 18 h pour permettre à ce qu'on puisse manger. C'est ça la vie quotidienne de la population congolaise. Au-delà du fait qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a des scandales à répétition à la présidence et autres. Mais on oblige à cette population, parce qu'il y a une désorganisation très bien organisée au niveau de la CENI dirigée par M. Kadima, on oblige à cette population d'arriver à 6 h pour être reçue à 23 h. Il n'y a pas que ça, il y a l'aspect technique. Rendez-vous compte, moi je m'appelle Yenga. J'ai quand même dans l'identification notamment l'aspect physionomie. Mais quand je suis enrôlé par les agents non formés de la CENI, ces agents ont une certaine expertise négative de modifier la physionomie des électeurs. Ce qui vous fait peur d'aller vous enrôler. Justement, j'ai même peur. Mais je pense qu'ils Mais cette histoire a été déjà résolue. Et heureusement qu'ils ont résolu. Ils ont résolu à Kinshasa. On espère qu'à Lubumbashi, ça ne sera pas le cas. Sinon, ça risque de créer une certaine frustration. Et donc, M. Kadima nous a dit qu'il s'agissait des erreurs techniques qu'ils ont améliorées. Notre souhait le plus constant est qu'effectivement, qu'ils soient à la hauteur de la tâche, qu'ils arrangent ces imperfections techniques et que ça soit de l'enrôlement
professionnel qui sera effectivement organisé à Lubumbashi. Et nous en appelons d'ailleurs à une forte mobilisation de la population congolaise parce que ça c'est la voie obligée pour mettre hors d'état de nuire, hors du territoire national, tous ces incompétents qui sont effectivement dans nos institutions. Donc il faudrait que la population se mobilise et qu'elle parte dans les différents centres d'enrôlement pour s'enrôler, obtenir la carte de l'électeur. Il n'y a qu'en obtenant la carte de l'électeur que nous serons en mesure, le moment opportun ou le moment venu, de pouvoir sauver ces pays des mains de tous ces incompétents qui nous dirigent. Jérémy Yavre, pensez-vous que après justement tout ce qui se parle, n'est-ce pas, en cours de route, et ce que nous vivons avec cette histoire de la CENI, vous pensez que ce n'était vraiment pas le moment que, n'est-ce pas, de bien pouvoir donner cette lourde responsabilité à M. Kadima de pouvoir organiser les élections en République démocratique du Congo, parce que il y a une certaine opinion, Maître Mohamed venait de le dire tout à l'heure, que les agents de la CENI non formés qui sont en train de vouloir enrôler les gens, est-ce que nous allons participer à des élections qui ne seront pas crédibles en République démocratique du Congo? 5 minutes. Je vous en prie, moi je pense qu'on va mathématiser les évidences. Je me rappelle une fois le président de la République s'était permis de dire qu'il est en train de faire face à l'opposition la plus facile de toute l'histoire de la République. La plus facile. La plus facile, oui, rationnellement, parce que l'UDPS est experte en opposition. Vous voyez, l'UDPS a mis 37 ans à l'opposition, c'est que ce parti politique s'y connaît un tout petit peu. Et c'est vrai que l'on constate aussi de l'amateurisme dans les chefs, surtout des cadres FCCiens, parce qu'ils ont géré la République aussi pendant plusieurs années, et c'était pour eux la première fois de s'opposer, et c'est normal qu'ils fassent preuve d'un peu plus d'amateurisme. Cependant, quand on inverse la pyramide, ce qui signifie que si vous vous êtes opposé pendant 37 ans pour gérer la République, à la 4e année, vous ferez preuve aussi d'amateurisme. C'est mathématisé, parce que vous n'y êtes pas habitué. Regardez comment se comportent nos amis de l'UDPS. On dirait qu'ils oublient qu'ils gèrent la République. C'est génétique. C'est dans on vous a posé la question de la saignée. Vous êtes dans l'IDPS. C'est très intelligent. Laissez-lui consommer ses 5 minutes. Non, mais il va répondre. Il vous répond. Laissez-lui. Vous êtes un ami de l'IDPS. Donc, tout ce qu'il dit là, ça vous incombe aussi. Très bien. Moi, j'ai Jérémy, allez-y. Jérémy, allez-y. Allez-y, vous avez la parole. Maître, s'il vous plaît. Assumez-vous. C'est bon. Papa, finalement, il va avoir plus de minutes alors. Pas possible. Laissez-lui terminer, allez-y. Je Salomon, tranquillisez-vous. Ici, c'est la science. Hein? J'ai toujours été comme ça. Expliquez les Ah, vous avez toujours été comme ça. Oui, très calme. On fait un débat. Allez-y. C'est mon comportement. Allez-y. Je vous en prie. Difficile à changer. Très bien. Il fallait beaucoup lire avant de venir. Je disais ceci. L'UDPS, 37 ans à l'opposition, 4e année au pouvoir. L'UDPS fera preuve de beaucoup d'amateurisme. Très bien. Alors, écoutez l'intelligence, c'est la passerelle. Durant les 5 ans, l'UDPS, qui fait preuve d'amateurisme, doit aussi organiser les élections. C'est de la politique mathématique. 4 ans, 37 ans, 5 ans, organiser aussi les élections sur toute l'étendue. Mais si on doit dire que ces élections... Et ils sont déterminés pour organiser ces élections en République démocratique du Congo. Non, mais ce qui est vrai. Le président de la République l'a confirmé qu'en 2023, nous aurons des élections dans ce pays. Je vous en prie, mais très bien. C'est pitoyable. Vous savez, deux fois, on peut être déterminé par ignorance. Ils ont donné tous les moyens possibles. L'argent a été décaissé pour que les élections soient impérativement organisées dans les délais constitutionnels. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Kabila, en 2018, a organisé ses élections en ayant 6 mois, avec près d'un milliard de dollars américains. Vous voyez. Alors, durant 5 ans, avec tout le temps que vous avez, organiser les élections, pacifier la partie orientale de la République, gratuité de l'enseignement, interprofessionnaliser les institutions, organiser les élections, 145 territoires, avec un budget de 8 milliards, 10 milliards. Mais attends, on est où là? On nous parle de quoi? C'est irréalisable, c'est infaisable. Ce qui signifie au fond que, regardez cette feuille de route nous présentée par Denis Kadima, parce qu'il en est question, où il relève des points qui font preuve de beaucoup de fantomatisme politique et d'irréalisme politique. Pourtant, c'est un expert. Supposément un expert. Ça commence à revenir un peu en question. La partie orientale de la République
et déstabiliser, ça va me compliquer par rapport à l'organisation des élections. Alors qu'il y a une jurisprudence liée à 2006, 2011 et 2018. Cette guerre date de 1996. C'est que si vous êtes expert, congolais, maîtrisant l'historicité politique de la République, vous ne pouvez pas noter cela dans votre feuille de route. Honnêtement. Parce qu'à 3 cycles électoraux, on a organisé l'élection avec une partie coupée de la République. Et le président de la République actuel, Félix Tshisekedi, excusez-moi de le dire, celui avec qui vous avez des accointances, a été élu en 2018 avec une partie coupée. Cela dans l'intelligence politique signifie que vous remettez en cause même la légalité ou la légitimité du président de la République, sans le savoir. Il faut notre intelligence. Vous voyez, parlons toujours de la CENI. Il y a une question que nous allons nous poser avec vous par rapport à est-ce que ça va aller, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'on va comprendre. C'est pour la première fois que l'on a dû annexer les Congolais de la diaspora. On est en Afrique du Sud, on est en France et aussi, également en Belgique. Vous savez c'est quoi la diversion au fond? C'est pour faciliter la fraude électorale. Parce que au niveau national... Une fraude électorale. Je vous en prie. Au niveau national... Ce n'est pas pour permettre aussi à la diaspora, bien entendu, ou à la diaspora de pouvoir aussi s'enrôler et puis voter, parce qu'ils sont, on les appelle les combattants. Il s'agit de la diversion politicienne. Il y a 2 facteurs qui soutiennent cela. Le premier facteur, au niveau national, l'opposition est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Pourquoi beaucoup d'ampleur? Parce que le bilan de l'Union sacrée est mitigé. Vous voyez. Deuxièmement, les partenaires phares de l'Union sacrée sont en train de se désolidariser de Félix Tshisekedi. Comme qui? Citez-nous un partenaire qui nous a quittés. Ne vous agitez pas. Non, mais je vous ai dit, il faut beaucoup lire avant de venir dans une émission. Qui, jusque-là, qui nous a quittés? Très bien. Laissez-lui. Très bien, il va arriver. Vous avez votre parole. Non, non, je vais l'informer. Allez-y. Ne vous en faites pas, je vais l'informer. Nous commençons avec Vital Kamerhe, dans l'affaire 100 jours. Fraudeur avec le président de la République. Directeur de cabinet à l'époque. Il y a eu beaucoup de nominations dans la territorialité. Aucun cadre de l'UNC s'est retrouvé nommé. Pour son information. Refroidissement politique. Deuxièmement, nous avons Jean-Marc Kabunda Kabund. En prison. Homme important de l'Union sacrée, qui n'en fait pas partie. Il voulait que je le cite les partenaires. Franck Diongo, qui est de l'Union sacrée. Candidat à la présidence de la République. Dernièrement, ici avec l'avalanche, Moïse Katumbi. Qui s'est enrôlé hier à la Ouachi. Absolument. Qui factuellement fait partie de l'opposition. Ce qui signifie, je le dis par ici à l'intention, surtout de mon co-débatteur, pour venir dans une telle émission, où on parle des affaires sérieuses de la République, il faut s'outiller. Ou sinon vous serez dans les émotions. Tu racontes des racontages. Vous soutiez de quoi? Bon. Vous parlez de quoi jusque-là? Et puis quand quelqu'un dit tu racontes des racontages. Mais oui. Est-ce qu'on peut gérer la République avec des sémantiques comme ça? Vous dites que c'est son comportement, il n'échange jamais. Vous parlez très quoi? Bien, monsieur Salomon, allez-y. Il vous reste une minute, allez-y. Il vous reste une minute. C'est quoi ça? Parlons de ça l'intelligence. Mais il faut lire. Restez philosophe que politique. Lisez, mon ami. Nous sommes en train de parler. Le peuple n'a pas besoin de ça. C'est que ce qui signifie le fait d'excentrer, vous ne saurez même pas m'éloigner de ma logique. Le fait d'excentrer, en voulant à ce que la diaspora participe aux élections, c'est parce qu'au niveau national, l'Union sacrée est fragile. Et l'Union sacrée veut renforcer la fraude électorale au niveau de la diaspora. Pourquoi? Parce que dans la politique congolaise, plusieurs acteurs qui sont à l'opposition ne sont pas forts au niveau des États étrangers. C'est que là-bas, c'est l'Union sacrée qui va régner en maître. Toute la fraude, tous les jeux vont se passer là-bas. Et ici, politiquement parlant, on nous présente, il s'agit de la paradoxalité politique, on nous présente une autre face, c'est que nous faisons participer. Vous voyez? Alors qu'au fond, c'est pour faciliter, parce que si vous allez dans la course présidentielle avec tous ces candidats qui se présentent comme président de la République, avec un bilan mitigé, avec des acteurs politiques de l'Union sacrée qui ne savent pas défendre le bilan dans une émission sérieuse, mais vous allez trouver des faux fouillants. Mais dans l'entretemps, l'opposition, il y a plusieurs candidats. C'est qu'il y aura 2 voix qui sera un peu dispersées. Jusque-là, vous n'êtes pas encore réunis pour trouver un seul candidat pour faire face à Félix Tshisekedi. Lui qui pense être, jusqu'à preuve du contraire, il a quand même un pouvoir. Oui, il a un pouvoir. Je pense d'ailleurs qu'il faut contextualiser cela. Nous sommes dans cette africanité, dans cette congolité, dans la manière de faire les choses. Quand c'est vous qui avez les pouvoirs, vous allez... Ce n'est pas aussi une faiblesse de la part de l'opposition, du fait qu'on en a déjà 4. Qui se sont déjà 6, si j'en compte. Évidemment. Donc on est déjà au-delà. 6 candidats présidents contre 1. Nous sommes encore en janvier 2023. Tout peut changer. L'Union sacrée va se laisser
leurrés par la diversion politique. Parce que je sens qu'il y a moins de rationalité là-bas. Très Ils bien. vont se laisser prendre. Très bien. Salomon Koutecha, vous avez finalement la parole. Vous aurez 7 minutes. Je vais vous accorder encore 2 pour ne pas dire qu'on vous a... Vous avez 7 minutes. Il y a l'opposition qui pense que vous avez choisi M. Kadima parce qu'il fait partie de l'Union sacrée et qui va vous mettre dans ces jeux. Tout à l'heure, Jérémy a dit que la diaspora est entre vos mains. Finalement, les choses n'évoluent justement pas dans ces processus d'enrôlement. Ce sont toujours de problème en problème. Tantôt, ce sont des machines qui ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est une manière pour vous, déjà dorénavant, de prévenir sous forme de fraude électorale, comme Jérémy l'a dit, et Maître Mohamed? Vous avez 7 minutes. Merci pour la parole. Je crois mes co-débatteurs... Au moins là, on est équilibré. Ils savent Allez-y. que Koutecha, c'est quelqu'un qui provoque pour voir que si réellement vous êtes dans vos arguments. Sinon, je suis bien blindé à vous répondre. Je vais commencer avec, toujours dans mes mythes, Maître Mohamed Yenga, quelqu'un que je connais comme un juriste de haut niveau. Mais lorsqu'il parle de la question de la sécurité de l'Est, moi je comprends beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous savons que son mentor, c'est un ancien rebelle, Delis Sanga. Si cette question de l'Est leur fait mal, on comprend leur mécontentement. Oui, effectivement. Mais dire ici que Tshisekedi l'assassinat de nos compatriotes, ça nous fait mal. Mais lui aussi a des cadavres sur son placard. Lui Il a aussi, donc assisté vous au également, vous en massacre. avez. Il a assisté au massacre de nos compatriotes congolais. Il laissait en âme et conscience. Si aujourd'hui vous voulez parler de cette question, à mon humble avis, veuillez vous taire parce que je ne peux les pas me taire. compatriotes qui nous suivent, Laissez-lui. savent Laissez que politique laissez à la consommer veuglette, je un ne ancien m'étais Maître, laissez avec, qu'il termine ces 7 mais minutes. c'est Sanga qui a participé à la mort des Congolais dans la partie est de notre République. Je vais laisser le problème de Ça mon vous ami argumentaire phare. Jérémy Yave qui me parlait d'un problème d'incompétence de l'IDPS. Non, mais c'est Jérémy Yave. Je vous informe qu'il n'y a pas une belle école dans cette République qui produit des politiciens de haute gamme comme l'IDPS. En tout cas, vous pouvez aller fouiner partout. Je sais qu'à l'époque, vous étiez dans le PPRD, vous gérez la République avec Kabila et vous êtes un nouveau politicien dans l'opposition. On comprend parce que Mozito était avec Kabila et fut son premier ministre. Comment vous pouvez accepter que Mozito soit un opposant? Donc, il comprend très bien que ce sont des gens qui ont géré, qui avaient échoué, qui n'ont pas des arguments. Abordons maintenant la question de la CENI parce que c'est une question très importante. Qu'est-ce qu'on reproche à Kadima au stade actuel? Rien du tout. Kadima vous a dit que nous allons nous enrôler. On reproche également dans la zone cette malformation de ces agents. À partir du 23, si je m'amuse, pas 23 ou 24, que Lubumba, et le 25, on allait lancer les activités d'enrôlement. Cela a été respecté. Nous avons vu nos compatriotes qui s'enrôlent. Non, la photo est noir, blanc, tout ça. Ou noir blanche, mais c'est mes chers compatriotes. Noir blanche. Est-ce qu'on doit quand même se focaliser sur la photo? Même si la photo est en noir blanc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller aux élections. L'opposition a l'agenda caché. Quel est l'agenda caché de l'opposition? Ils veulent un dialogue. Ils ne peuvent pas venir ici vous mentir. Mais vous, quand vous étiez avec nous dans l'Union sacrée, vous avez le vice-ministère de la Défense parce qu'il y a eu une frustration. Vous avez quitté parce que, premièrement, d'abord, on a destitué le papa de Sesanga dans les Kassai où il était le président de l'Assemblée provinciale. Tu sais répondez à la question qui voulait devenir ministre. Il n'a pas été nommé parce qu'il est dans un débat périphérique. Laissez écouter ça. Tous vos députés de l'envol sont restés. C'est pour vous faire voir que c'est Sesanga qui était frustré, maître. Il ne faut pas évoquer les problèmes ailleurs. Vous avez été frustré par rapport à la décision du papa de Sesanga, et lui-même c'est ça qui n'a pas eu de poste dans l'Union sacrée. Je vais retourner à la CENI. Il veut le dialogue. Il n'y a pas plus qui veut le dialogue? L'opposition. Fayoulou, tous ces gens-là, ils veulent qu'on puisse négocier. Les PPD, négocier sur quoi? Négocier sur quoi? Que les élections n'y aient pas. Qu'il n'y ait pas élection. En 2023. Que nous ayons un gouvernement de transition. Alors que vous voulez les élections. Nous voulons les élections. Très bien. Nous les avons dit, nous avons tous les moyens possibles. On doit aller aux élections. Et disent non. Jérémy l'a dit ici. Que non, avec la diaspora, c'est déjà la tricherie. C'est une fuite en avance. Pourquoi? Parce que l'opposition, d'abord, n'est pas unie. Nous, ici, en 2018, nous avons dit, sans ou avec la machine à voter, nous allons aux élections. Quand elles faisaient leur complot là-bas à Genève,
pour trahir les dignes fils de Dieu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a détrôné tout le monde. Aujourd'hui, il a perdu. Détrôné Paul Kagame, je répète, mais c'est le seul président de la République démocratique du Congo qui a réuni la République dans les mains de Dieu. Écoutez, Kagame pour nous c'est un papier. Lorsqu'il parle, c'est un papier, je répète bien. Lorsque vous dites que nous avons ovationné Kagame, c'est à quelle occasion? C'est à quelle occasion? Qui nous explique, non? C'est les jours où on exposait le corps du Sphinx. Au stade de martyrs. Les cas de deuil, tout le monde allait être là. Président Tshisekedi, en tant que président de la République, il a invité ses homologues. Et Kagame est venu. Est-ce que vous avez vu Félix qui applaudissait là-bas? Même quand vous dites que ce sont les gens de l'IDPS, mais moi je regrette. C'était tous les compatriotes qui étaient au stade pour plairer le Sphinx. Qu'est-ce qui vous prouve que c'était les gens de l'IDPS qui applaudissaient Yona Nyobo et Kagame? Mais si c'était les gens du PPRD. Kagame, c'est le premier président à refuser Tshisekedi. Quand on a proclamé, il a dit « Attendez-moi que je vienne au Congo afin que vous puissiez proclamer. » Il avait même demandé. Et la CENI et le gouvernement avaient répliqué avec la vermine de la République du Congo. C'est un État souverain qui ne peut pas recevoir les injonctions de n'importe quel pays. Donc c'est une parenthèse pour dire à Maître qu'il ne faut pas faire des déclarations qui n'engagent ni l'IDPS, qui n'engagent ni le président de la République. Tshisekedi avec Kagame aujourd'hui, ils vivent dans quelle relation? Est-ce qu'ils se regardent en face? Il n'y a pas plus longtemps qu'avant-hier qu'ils ont demandé qu'ils se rencontrent au Qatar. Est-ce que la question, répondez à la question s'il vous plaît. On va arriver à cette histoire de Luanda, encore Luanda. On va terminer par ces débats-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'opposition qui pense que vous êtes en train d'organiser une sous-forme de tricherie au sein des élections, bien entendu, en cours en République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il y a? L'opposition n'est pas en ordre rangé. L'opposition n'a pas un candidat potenté qui peut faire face à Félix. Ils veulent, mais je répète, vous avez quel candidat? Le vote qui s'est fait élire en 2006 sous l'effigie de Mbemba, en 2011 sous l'effigie de Tshisekedi Père, en 2018 sous l'effigie de Félix Antoine Tshisekedi. Un élève, est-ce qu'un créateur a fait de sa créature? C'est nous qui avons formé. C'est ça de la politique. Il s'est fait élire sous les effigies de Félix. Et vous pensez que ce Sanga peut faire peur à Tshisekedi? Même chez lui, à Luisa là-bas, il ne peut même pas être élu comme chef de quartier. Ça, c'est une information que je vous donne. Moi, avec ce Sanga là-bas, je vais le battre. En tout cas, je vais le battre à plate couture. Avec les effigies, j'ai dit de Mbemba, l'effigie de Tshisekedi Père et l'effigie de Tshisekedi Fils, non? Qu'il aille avec sa propre effigie, si on va le lire. Je vais chuter pour dire que nous sommes très déterminés pour aller aux élections. Si l'opposition essaie de distraire le peuple congolais, le peuple est déjà mature. Il comprend qu'ils disent chaque jour, nous voulons sanctionner Tshisekedi. Mais l'occasion est en or. Qu'ils viennent, qu'ils sont dans le processus électoral, qu'on puisse les sanctionner. Et ils vont trouver un béton blindé à l'intérieur ainsi que dehors avec toute la sécurité en question et ne le feront rien. Je vais chuter même dans 20 secondes. Quand mon ami Jérémy a dit que les caciques de l'Union Sacrée sont en train de quitter. Non, mon ami Jérémy, c'est une fausse information. L'Union Sacrée reste soudée, reste déterminée pour accompagner Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a que des personnes qui n'ont jamais... Mouyambo n'a jamais été de l'Union Sacrée. C'est une information de haute gamme. Ça, je vous informe. Il était qui alors? Katumbi était avec nous de façade et non d'esprit. Mais qui est quand même parti. Le ministre mangeait là-bas. Lorsqu'il voit que c'est son système. Mais il mangeait, non, mais il a 4 ministres. Donc, il lui remettait 20%. Mais c'est les quotas politiques, maître. Vous voulez que je vous enseigne quoi? Vous êtes quand même un politicien. Non, vous dites c'est ministre manger. Ça signifie quoi manger? Mais quand vous êtes ministre, on vous paye. Vous ne pouvez pas manger. Vous devez passer nuit blanche parce que vous êtes ministre. Vous ne pouvez pas payer des vêtements. Vous ne pouvez pas payer des dîmes. Mais il y a quand même des avantages liés au poste. S'il vous plaît. Je vais chuter pour vous dire. Chuter déjà. Il y a déjà après 30 secondes. L'opposition n'a pas besoin des élections, il veut les conciliables politiques pour qu'on les négocie. Mais nous sommes déterminés pour aller aux élections. Vous voulez collaborer? Vous voulez collaborer? Maître, vous voulez collaborer? Ils veulent collaborer. Vous voulez collaborer avec la majorité pour essayer d'annuler et reporter les élections en République. Tout le monde a senti, même les non-initiés ont senti que mon co-débatteur de l'Union Sacrée, par manque d'arguments pertinents. Mais j'ai avancé. J'ai pas d'arguments pertinents. S'il vous plaît, il a qu'une minute. Avoir les arguments convaincants. Et avoir des arguments pertinents. Salomon Koutesha, laissez M. Mohamed répondre. Même les non-initiés ont compris que notre co-débatteur, par manque d'arguments pertinents,
s'est distingué et il est en train de papilloter, de vaciller. Qu'est-ce que j'ai dit Il se trompe d'auditoire. Il se trompe d'auditoire. Avec des informations de la rue. Ici, nous ne sommes pas dans qu'est-ce qu'il y a de la rue? Nous sommes suivis C'est par la RDI. nous ne sommes avec les pas- fichiers de nous ne Tshisekedi. sommes C'est pas- sans nous un ne ancien sommes rebelle. Salomon C'est ça de la rue. Nous ne Salomon sommes pas, Koutesha. chers messieurs, dans une Allez-y. plénière de Nous parlementaires sommes suivis debout, partout dans le monde, où alors des on doit gens être- on quittent doit être très tôt responsable. matin chez Très eux bien. et viennent sous les manguiers en train de raconter des bobards. Ici, nous sommes sur un plateau sérieux et donc il faudrait qu'on arrive à respecter ce peuple que nous suit. Quand on parle de la CENI, de la désorganisation, qui est très bien organisée à la CENI, nous, on y va avec des exemples, avec des faits qui sont vérifiables. C'est le président de la CENI lui-même qui reconnaît des imperfections. Mais vous avez un monsieur de l'Union Sacrée qui vient ici et vous dit qu'il n'y a aucun problème. Je parlais Pendant que juste le au stade président... actuellement. Il pendant dit que le que président de la vous voulez CENI... négocier, vous pendant voulez que le- collaborer. Non, ça c'est une information Vous voulez de la rue. dialoguer. Il veut le dialogue. C'est une information des parlementaires debout, je ne peux pas en faire cas. Pendant que le Donc, vous président ne voulez pas de collaborer. la CENI lui-même Très bien. parle des imperfections, mon ami de l'Union Sacrée vous dit que tout va mieux. Pendant que la numéro 4 de la CENI saisit le président de la CENI par une correspondance officielle en décriant la cacophonie dans l'organisation de l'enrôlement, mon ami de l'Union Sacrée vient ici pour vous dire tout va mieux. On comprend qu'il y a une certaine complicité entre la CENI et l'Union Sacrée et il s'est fait les porte-parole de la CENI sur ce plateau. Ce qui est évident est qu'il y a effectivement une certaine fraude qui se prépare, non seulement au niveau de la diaspora. Tenez, il était prévu qu'il y ait un certain nombre de centres d'enrôlement à Kinshasa. Mais les centres qui ont été ouverts sont à la hauteur de 50%. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert tous les centres? Parce qu'ils savent qu'à Kinshasa, ils n'ont pas, si vous voulez, une bonne considération. L'Union Sacrée a un mauvais quota au niveau de Kinshasa suite à un bilan qui est catastrophique dans tous les secteurs de la vie nationale et principalement sur le plan social. Chuté Et ça, c'est pas complètement, moi qui on va l'ai passer dit. à un autre sujet. C'est monsieur Je pense qu'il Tshisekedi va- qui l'avait dit. J'arrive. C'est monsieur Tshisekedi qui avait reconnu que la situation sociale de la population congolaise est pérennisante. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils sont en train d'étouffer certains centres, même dans le Katanga. Vous allez constater que tous les centres qui sont prévus pour les Katanga ne seront pas ouverts. Vous allez constater que dans certains centres, on va Vous y avez déjà envoyer- cette image qui Je va vous pas dis, ouvrir. non, vous allez constater, vous êtes un journaliste d'investigation. Vous allez constater que dans les Katanga, dans les grands Katanga, certains centres auront des machines en panne, des machines qui ne fonctionnent pas. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de Vous allez techniciens jusque-là, constater- parce que nous vous avons allez effectué constater cette tournée. que dans Terminez, certains maître, on va centres, passer à autre les chose. policiers qui 30 sont placés pour assurer la sécurité vont commencer à demander l'argent à la population congolaise. C'est quoi l'objectif? C'est de décourager la population pour permettre qu'une certaine contrée au niveau national, on puisse avoir beaucoup d'enrôlés et bien, si vous voulez, organiser la machination ou la fraude électorale. Je voudrais ici préciser que ça ne marchera pas parce que Très le bien. dernier des Congolais Ça- est conscient du fait que le régime Tshisekedi est constitué des incompétents dans tous les secteurs. Très bien. Jérémy Have, 1 minute seulement. On doit passer à un autre sujet, rapidement. Merci beaucoup, mais attendez, quand on nous dit là-bas une photo en noir et blanche, je m'excuse de le dire. En c'est noir de la blanc, mais forme. c'est Jérémy. Et aussi, au-delà Si de vous ça, voulez vous le savez, corriger, c'est de la science. Les petits esprits parlent des individus. Les esprits moyens parlent des événements. Les grands esprits parlent des idées. Mais je pense que vous savez quand même faire la part des choses. Et quand vous On n'est pas parlez de venu... Tshisekedi, C'est une On est- institution. Mais il n'a qu'une minute, s'il vous plaît. Et quand Permettez c'est que ces débats soient L'élite équilibrés. C'est une institution, monsieur, pour votre Permettez information. que ces débats écoutez, soient parti équilibrés. politique, Maître, vous ne pouvez pas faire Maître, cette s'il vous plaît. analyse Maître, ici quand vous dites Maître, ces s'il vous plaît. bêtises Maître, là. s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous Ne vous faites pas racontez montre ici? de Vous sont Quand tranchés, vous parlez est-ce de qu'on va passer à un autre Je sujet vous- alors? Tshisekedi, Je vous en- c'est une Quand institution. vous parlez de Kadima, là, donc vous êtes un esprit faible. Très bien. Alors, Parce que ok. vous parlez Terminez des vos individus. 1 minute à votre Merci. réaction. On va passer Vous à parlez autre de chose. Kadima. Merci beaucoup. J'ai aimé ça. C'est que l'opposition veut un gouvernement consensuel, tout ça, mais c'est tout faux. C'est tout faux. Par contre, c'est l'Union sacrée, qui d'ailleurs n'a pas de texte, qui n'a pas de charte, qui n'a même pas une seule disposition. Tous ces partenaires de l'Union sacrée ont signé où, sur quoi? Ils sont redevables de quoi? Obligés à faire quoi? Rien. C'est du vide. C'est du rien. Aucun cahier de charges. Et c'est lui qui dit que l'opposition a besoin. Non, mais c'est l'Union sacrée qui est fragilisée parce que, avant que le FCC ne puisse se disloquer du cash, le président de la République a dit qu'on met des bâtons dans les roues. Je pose la question à nos téléspectateurs qui nous suivent. À l'époque, FCC cash, un verre de sucre, parce que nous l'achetons chaque jour, coûtait combien? Et aujourd'hui, le cash,
s'est dissocié de l'Union sacrée. Un verre de sucre coûte combien? 700 francs. À l'époque, c'était, on a détourné l'argent par Vital Caméré, et par la suite, non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Attendez, il y a les amis Katoumbi par rapport à leur cahier des charges. Le transport coûtait combien? Aujourd'hui, le transport coûte combien? Rien n'a changé. Alors que le président de la République a accusé le monde entier, jusqu'au point de faire le toilettage au niveau de son cabinet. Rien ne va changer. On va parler de ça. Comprenez. Je vais devoir vous retenir d'ailleurs pour entamer un autre sujet très important ici en République démocratique du Congo. Un sujet que moi, personnellement, et toute la rédaction des dossiers d'actualité trouve très sensible. C'est cette intolérance au sein de partis politiques. Un sujet très très intéressant qui, la plupart des gens aujourd'hui, on en a marre de regarder en République démocratique du Congo des partis politiques, au lieu de partager les idéologies, partagent des idées pour l'émergence de ce pays. C'est finalement devenu une question de tribalisme, une question de haine, une question d'insulte. Est-ce que c'est cela la politique en République démocratique du Congo? Tantôt c'est tel parti qui ne s'entend pas avec tel parti. Cette intolérance est due à quoi, Jérémy Yava? Merci beaucoup. Moi, je pense que naturellement, cette intolérance, à laquelle d'ailleurs vous faire allusion, est due à ce que le parti politique est métamorphosé par rapport à ses objectifs phares. C'est vrai, l'objectif traditionnel de tout parti politique est celui de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Mais si vous essayez de lire l'article 6 de la Constitution, il est stipulé également que tout parti politique a ce devoir de former la population en lui octroyant des valeurs civiques, des valeurs républicaines. Tout parti politique est appelé, parce que nous sommes dans le pluralisme politique, est appelé à la tolérance par rapport aux valeurs démocratiques, la pluralité démocratique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je pense que nous sommes en train de regretter de ce pluralisme politique aujourd'hui, qui nous donne une sorte de démocrature, donc excès de démocratie. Nous abusons de la démocratie aujourd'hui. Je ne dis pas seulement pour ce parti politique qui sont dans l'Union sacrée, même ceux de l'opposition, nous en abusons. Ça ne signifie pas que parce que nous sommes à l'opposition que nous sommes des bons gérants de la République. La preuve est là, l'UDPS. Ça ne signifie pas que parce qu'on évolue à l'opposition, on crie au régime en place qu'on va mieux faire. La preuve est là encore, l'UDPS, qui a crié pendant longtemps, mais quand on lui donne sa chance, vous sentez que l'UDPS est en train de cracher sur le respect du souverain primaire qui est le peuple. C'est que de ces points de vue, personnellement, j'en appelle à la conscience des encadreurs des partis politiques. J'en appelle à la conscience des acteurs phares qui animent les institutions de la République. Et j'en appelle aussi à la conscience de la jeunesse, qui est dans la plupart des cas manipulée par les acteurs politiques pour leurs propres intérêts. Donc leurs leaders politiques les amènent à cette haine. Évidemment, c'est de la manipulation. Vous savez, honnêtement, moi j'ai toujours été frustré quand je vois les jeunes dans la rue en train de revendiquer par exemple la libération d'un tel ou tel autre acteur politique. Ou des jeunes dans la rue en train, de manière voilée, de revendiquer que telle communauté ou telle autre communauté ne s'est pas retrouvée dans l'élimination de telle ou telle autre situation. Mais on a un problème de courant ici à Lubumbashi. On a un problème d'eau ici à Lubumbashi. On a un problème d'insécurité. Quel est cet acteur politique qui a demandé à toute la jeunesse de marcher pour que tout Lubumbashi soit électrifié? Quel est cet acteur politique au pouvoir? Non. Personne ne le fait. Et ça veut dire que ce sont des leaders politiques qui ont d'autres intentions. Des intentions mercantiles, narcissistes. Ce qui signifie que c'est d'abord lui. C'est d'abord sa propre personne. Et quand il veut partager ce gâteau, comme ça se chante souvent par ici, s'il n'y a pas son compte, il recourt à sa communauté. Mais regardez les amis, les Katangais ne sont pas représentés. Attention les amis, les Sangas ne sont pas représentés. Et quand on dit les Sangas ne sont pas représentés, au fond c'est lui qui ne retrouve pas sa part. Parce qu'il arrivait qu'on mette un autre Sanga, il va lui faire la guerre. C'est qu'au fond, au-delà des acteurs politiques, nous les jeunes, nous devons aussi prendre nos responsabilités pour lutter pour la cause nationale. Et aussi un autre point phare, vous savez, moi je suis fédéral Nouvel-Élan. Ça fait quelques semaines que je suis là. Mais cela ne va pas me verser dans l'aliénation politicienne. J'ai continué à défendre les valeurs de la République, comme j'ai été d'ailleurs avec mon initiateur du parti. Quand on discute, ce qui compte, c'est d'abord la priorisation de l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Et il faut que chacun des partis politiques apprenne que d'abord la nation, et puis le drapeau de son parti politique après. Monsieur Adolphe Mozito. Absolument. Très bien. Il me l'a fait comprendre. Que d'abord la nation, et puis le parti politique après. Pourquoi? Parce que si je me présente aujourd'hui avec le drapeau Nouvel-Élan en Zambie, on ne le reconnaît pas. Si je me présente aujourd'hui avec le drapeau, je parle de mon parti politique, Nouvel-Élan en France, on ne le reconnaît pas. Peut-être on va savoir que c'est un parti politique. Mais je ne peux pas agir. Mais si je me pointe avec le drapeau de la République démocratique du Congo, on sent que c'est une nation, c'est un État.
C'est qu'il faut de la conscience, de la moralisation de la vie politique. Donc comprendre que la nation passe avant les intérêts politiques. Et aujourd'hui, vous savez ce qui est encore bouleversant? C'est le fait que l'opposition d'antan, qui gère la République aujourd'hui, se permet au nom d'une constitution taillée sur mesure par le régime Kabila de marcher sur les droits du peuple congolais. Nous avons aussi une constitution qui facilite aux partis politiques de marcher, de biaiser les droits des citoyens les plus reculés de la République. Moi, je pense que si l'UDPS ou les autres partis politiques de l'Union sacrée avaient cette lutte de prioriser l'intérêt général, la première démarche qui devait être menée par l'Union sacrée, c'est la révision constitutionnelle par la voie référendaire. Pourquoi? Parce que vous le savez, quand vous côtoyez la Constitution avec tout ce qu'elle nous donne comme marge des manœuvres dans la gestion de la République, certains partis politiques du pouvoir se permettent de se renchérir pour encore s'asseoir au pouvoir et détruire ou au détriment des intérêts des autres partis politiques de l'opposition qui sont frustrés et utilisent la jeunesse ou le peuple. C'est de cette manière qu'on doit essayer de refonder les choses. Et je pense, pour chuter, je proposerai pour peut-être la prochaine législature qu'il y ait des lois qui puissent réguler les actions de toutes sortes de partis politiques. C'est vrai, nous sommes dans le pluralisme politique, mais essayez quand même de limiter les dégâts. Parce que plus on a des partis politiques, plus on a aussi la gourmandise dans la gestion de la République. Aujourd'hui, regardez par exemple à la présidence de la République, presque tout conseil à un parti politique. Mais non, qu'il y ait des lois. Quand vous exercez, vous n'avez pas le droit de créer un parti politique. Et on comprend déjà l'intention, c'est se pérenniser au pouvoir, mais par des voies qui sont purement inconstitutionnelles. Voilà. Alors, Salomon Koutécha, rapidement, parce qu'il ne reste qu'un seul dernier sujet qu'on va terminer, mais allez-y quand même rapidement. Question directe et simple. Qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui qu'on puisse constater cette haine, permettez que je puisse le dire, cette haine, intolérance, question tribaliste, je ne sais pas si je vais appeler ça tribalistique, de tous les partis politiques en République démocratique du Congo. Et finalement, les gens ne se tolèrent plus. Merci pour la question. Moi, je ne dois pas aborder dans la même optique que mon ami Jérémy Yav, mais je veux prendre un aspect. Certes, actuellement, nous assistons à certains propos qui des insultes. Pas des insultes, ce qui n'est pas bien. Mais cela est géré ou bien orchestré par les gens ou les leaders de ces mêmes partis politiques. Moi, je pense que la faute, à mon sens, incombe au ministère de l'Intérieur qui est en train comment dirais-je, d'officialiser ou bien d'essayer de donner les arrêtés aux partis politiques afin qu'ils fonctionnent normalement. Pourquoi? Parce que chaque parti politique a un statut. À ce stade, il est quand même important qu'on puisse revoir article par article de chaque parti politique quelles sont les bonnes valeurs qu'on peut retenir et quelles sont les mauvaises, les mauvaises valeurs qu'on peut enlever pour que nous ayons quand même un parti qui doit quand même former. Parce que quand les gens vont dans des partis politiques, c'est pour recevoir une éducation. Supposons que vous avez un leader qui n'a pas une très bonne éducation, eh bien, les fils aussi vont se comporter de la même façon que vous. Surtout les tribalismes. Chers compatriotes congolais qui nous suivent à ce net moment, le tribalisme, c'est un fléau qui ne fera jamais avancer cette République. Si nous tombons dans cette bassesse de nos leaders qui lancent des messages de haine, et nous, jeunesse, nous prenons, surtout dans cette année qui est purement électorale, en tout cas, moi, je pense qu'il y aura beaucoup de dégâts que nous n'allons pas réparer avec l'État. D'où, nous devons nous focaliser sur des valeurs qui nous unissent. Les partis politiques, surtout nous, les leaders politiques, même quand nous passons vous dans qui gérez les jeunes. Nous qui gérons les jeunes. Il semblerait que c'est vous, d'ailleurs, le genre coordonnateur de la jeunesse, qui incitait ces jeunes-là à pouvoir insulter tel leader politique, aller dans des questions tribales, enfin pour vous faire valoir. Salomon Koutécha est reconnu dans la ville de Lubumbashi comme un jeune qui fait de belles analyses, qui n'a jamais tombé dans la bassesse d'insultes et tout consort. Non, non, nous faisons des analyses d'une manière démocratique. D'abord, sur ces plateaux, je peux même féliciter tous les jeunes qui sont avec moi, Maître Mohamed Yenga ainsi que Jérémy Yav. Ce sont des jeunes, toutefois, ils lancent toujours des messages de paix, des messages de réconciliation, malgré les familles politiques qui nous différencient. Et c'est pourquoi j'ai aimé le président de la République, lorsqu'il a vu qu'au niveau du gouvernement, il y a certains ministres qui ont lancé des mauvais propos pour plaire à leur base, et il les a recadrés. Et moi, je souhaiterais même qu'on puisse
punir ces ministres-là parce que ce n'est pas du tout normal. Surtout dans la province du Haut-Katanga, dans les grands Katanga que nous vivons, j'appelle à la conscience de nos amis de l'ensemble. Nous avons suivi les marches. Quand il y a des marches, ce sont des propos, non, pima ou yambe. Mais ce sont des compatriotes congolais. Quand vous lancez de tels messages et que vous n'êtes pas punis au sein de votre parti politique, moi je pense que ce n'est pas bien. Les cas aussi au sein de l'IDPS, nous voyons certains jeunes qui brûlent les drapeaux de certains leaders des partis politiques en faisant des déclarations fallacieuses. Non, non, nous devons décourager de telles actions. Pour chuter, les partis politiques doivent revenir au bon sens de conquérir le pouvoir et les maintenir le plus longtemps possible, mais d'une manière démocratique, pas par la haine et non par le tribalisme qu'on peut conquérir le pouvoir. Ça, c'est vraiment une force ou bien une arme de faible qui applique le tribalisme pour diviser les Congolais parce que nul n'avait demandé de naître dans la tribu qu'il est, nul n'avait demandé de naître dans la famille, ni dans la province, ni dans la République qui se retrouve. Si tel était le cas, nous tous, nous allons accepter qu'on soit des Blancs parce que là, on vit mieux. Congolais. Vous regrettez d'être noir? Je ne regrette pas, mais bon, je dis si tel était le cas. C'est votre vœu. Exactement. Alors, maître Mohamed, finalement, vous, une question, c'est des pistes de solutions. S'il faudrait mettre fin à cette histoire, parce que dans la l'allure où vont les choses, nous tendons vers la campagne électorale, où tout le monde doit dire ce qu'il pense, devant tout le monde. Avec cette situation d'intolérance de partis politiques, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans des chaos? Que faudra-t-il faire avant qu'on en arrive au pire? Merci. Je voudrais identifier quelques causes ou quelques antivaleurs qu'on retrouve dans nos différents partis politiques. Vous avez 3 minutes, on va finir cette émission. La République démocratique du Congo, c'est un cas presque général et nous dénonçons cela. Il y a une certaine patrimonialisation des partis politiques. Vous êtes sans ignorer que dans certains partis politiques, quand les présidents décèdent, c'est soit la fille ou le fils du défunt président qui les remplace. C'est automatique. C'est une sorte de patrimonialisation négative, effectivement, de partis politiques. Il y a une certaine tribalisation et ou régionalisation des partis politiques qui est aussi à dénoncer parce qu'un parti politique est censé être national dans son organisation, son fonctionnement. Mais quand vous avez un parti qui s'identifie en une tribu, une province ou une région, je pense que c'est une antivaleur que nous devons combattre dans nos différents partis politiques. Qu'est-ce que nous proposons? Primo, il faudrait que les partis politiques se distinguent dans la formation idéologique des membres. Parce que c'est vrai que dans les statuts de chaque parti politique, il y a l'idéologie, c'est presque de la Sainte Écriture, parce que chaque parti vous dit, je ferai ça, je fais ça, je fais ça. Mais il n'y a pas la formation qui suit. Il faudrait que la formation suive de cette idéologie dans les chiffres de cadre de ces différents partis politiques. Il faudrait qu'on arrive à arrêter un peu la multiplication ou la multiplicité de partis politiques. Actuellement, on m'a laissé entendre que nous sommes au-delà de 500 partis politiques. C'est quand même énorme. C'est presque chaque tribu, chaque province, chaque région, chaque territoire qui a son propre parti politique. C'est aussi à la base du tribalisme et de l'intolérance politique que nous constatons à travers la ville, voire même sur toute l'étendue de la République. Que faudra-t-il faire, maître? Nous proposons, je suis en train de proposer, j'ai proposé la formation idéologique, je propose également si vous voulez, la prise en charge, le terme m'échappe, la prise en charge des partis politiques. Pourquoi est-ce qu'il y a une certaine patrimonialisation des partis politiques? Parce que généralement, ce sont les présidents des partis politiques qui prennent en charge financièrement l'organisation et le fonctionnement de ces partis politiques. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas destituer le financier ou le parrain financier effectivement de votre parti politique, sinon le parti cesse d'exister. Donc il faudrait que l'État qui va arriver à mettre de l'ordre dans ces secteurs puisse aussi subventionner, voilà le terme, subventionner l'organisation et le fonctionnement des différents partis politiques. C'est d'ailleurs, je pense, c'est prévu dans la loi que l'État puisse subventionner les partis politiques, mais l'exécution de cela ne suit pas. Il faudrait que l'exécution suive, que l'État, pour arrêter la patrimonialisation des partis politiques, prenne la décision de subventionner les différents partis politiques, mais tout en les réduisant sensiblement. On ne peut pas, par exemple, concevoir que dans l'Union sacrée, qu'on puisse trouver
par exemple, les unitaristes qui y sont, on retrouve également les fédéralistes. Mais c'est incompatible. Vous avez l'IDPS qui est un parti fédéraliste, l'UNAFE qui est un parti fédéraliste, mais il y a des unitaristes dans ces regroupements politiques ou dans cette mouvance présidentielle. Donc il faudrait que les gens puissent se réunir, non pas par rapport aux intérêts égoïstes comme on les constate, mais plutôt par rapport à l'idéologie que défend chacun des partis politiques. Très bien, il nous reste 5 minutes, on va le repartir en 1 minute et demie avec le tout dernier sujet. C'est un sujet d'un constat parce qu'on ne peut pas quand même y passer sans pour autant en parler parce que ça fait également de l'actualité. Je vous garde, Maître Mohamed. Est-ce que peut-on parler pour l'instant des règlements de compte au sein du cabinet du chef de l'État? Pour terminer, vous avez 1 minute. Je ne fais pas partie du cabinet du chef de l'État. Est-ce qu'il y a un règlement de compte? Je ne sais pas, mais ce qui les chefs de l'État... est évident est que ce cabinet s'est distingué dans des scandales à répétition. Est-ce que c'est suite à ces scandales que le chef de l'État a finalement pris la décision de réduire sensiblement son cabinet? C'est lui-même qui a la réponse. Mais ici, il faut préciser que déjà, en 2019, mon parti politique dirigé par l'honorable Délice Sanga était initiateur de la réduction du train de vie des institutions. Il y avait différentes rubriques. J'y arrive notamment la réduction sensible de la taille du cabinet du chef de l'État, parce que vous êtes sans ignorer que ce cabinet était constitué de plus de 1000 conseillers. C'était pratiquement 1018 conseillers et autres. C'est pour cette raison que nous avions demandé au chef de l'État de réduire sensiblement son cabinet à 250 membres. Et dernièrement, il a réduit son cabinet à la hauteur de combien, je ne sais pas. On avait aussi demandé qu'il réduise les trains de vie de son institution, parce qu'il ne suffit pas de réduire la taille ou l'effectif des membres, mais il faudrait qu'on réduise aussi le budget de son cabinet. Donc, nous osons croire que... Tout ce qui se passe, c'est parce qu'il y a un budget très élevé au sein de ce cabinet, qui crée... Mais justement, vous avez un cabinet ou une institution budgétivore qui nous a consommé beaucoup d'argent, parce qu'ici, il faut rappeler que les institutions consommaient plus de 60% du budget national. Et donc, actuellement, nous avons un budget qu'on nous a présenté de 15 ou 16 milliards de dollars. Et toute la population congolaise est réunie, donc plus de 90 millions de Congolais, on s'est partagé 30% ou 35% du budget national. Ce qui est une injustice notoire et discriminatoire. Une injustice discriminatoire. Je ne sais pas si ça existe. Mais nous avons effectivement proposé cela et on a compris que le chef de l'État nous a certainement rejoint et nous souhaitons qu'il puisse continuer effectivement dans cet élan, mais beaucoup plus qu'il arrête, parce qu'ici il faut préciser que le chef de l'État est le bon élève dans les dépassements budgétaires. Je suis désolé, mais c'est pas normal, parce que l'institution présidence de la République est censée être un bon exemple, est censé être exemplaire. Mais quand vous avez cette il doit être exemplaire, qui, justement, par la gestion de son cabinet d'abord. Dans ce discours, et ainsi que dans les discours de ses partisans, on vante une certaine bonne gouvernance, pendant que dans les faits, on constate que la présidence est un bon élève dans les déplacements budgétaires, mais je suis désolé. Merci maître, on a compris justement parce que effectivement, je suis en train de chiter, Je vais vous donner votre conclusion, votre conclusion. Mais Jérémy Yav, Vital Kamere, Vijay, Fortina et tous, j'en passe les meilleurs, c'était quand même des gens proches du président de la République, des gens de confiance. Mais une surprise, c'est que tous ces gens-là de confiance, des gens avec qui il a lutté, ne font pas 3 ou 4 ans. Et finalement, l'autre qui se retrouve en plus, tous d'ailleurs, sont retrouvés à un moment donné en prison. Et puis après, ils se sont séparés complètement. Qu'est-ce qui se passe? C'est le manque de confiance ou c'est un mauvais choix de la part du président de la République qui finalement, après les accords ou leur collaboration, se retrouve dans ce que j'ai appelé, et toute la rédaction des dossiers d'actualité, des règlements de compte. Ouais, je vous en prie. Moi, je pense qu'il y a eu un certain manque d'efficience dans la sélectivité des acteurs qui devraient naturellement interagir avec le chef de l'État au niveau de son cabinet. Parce qu'écoutez, par exemple, dans la vidéo de Vidi et Chimanga, dans cette vidéo, ça serait un montage ou pas, on va se limiter à cela. La suffisance, la fatuité, l'assurance même. C'est moi, les proches de chef de l'État. Absolument. On ne gère pas la République sur base des sentiments ou des émotions. On ne gère pas la République avec ses amis.
Excusez-moi de le dire. Cela fait partie de ce livre prestigieux d'ailleurs de 48 lois du pouvoir. On ne gère pas la République en ramassant X, Y, Z. Le cabinet du président de la République est passé de 460 à l'époque de Joseph Kabila à 1124 agents. Il y a des fois où le chef de l'État s'est déplacé avec près de 300 personnes. Pour sa sécurité. Peut-être. Ah, la République. Dans un État où un Congolais vit avec moins d'$1 par jour, le chef de l'État se permet de se déplacer avec près de 300 personnes. Il y a le frais d'émission. Absolument. C'est budgétivore, c'est outrancier. Et vous savez ce qui se passe? L'ironie du sort, parce que notre ami de l'Union Sacrée a donné un bon exemple. Nous, allez à Kasumbalesa, vous allez voir combien de Congolais traversent. Nous sommes dans la thématique. Vous voyez? Mais le président zambien, celui d'à côté, il s'est déplacé avec près de 3 personnes. Mais c'est là où nous allons manger, là-bas. Mais quel scandale! Quelle catastrophe! Cela signifie au fond que nous gérons la République sur fond des affinités, des accointances, il y a de la complaisance. Et finalement, c'est... Et l'ironie du sort. On revient à la case de départ. Parce qu'au début, on disait que ce cabinet-là est pléthorique. Et vous savez ce qui est encore bouleversant? Il y a des conseillers qui convoquent des ministres. Les conseillers privés, Fortina Bisselele. Absolument. Qui se permettent. Et qu'est-ce que fait le Premier ministre? Donc une cacophonie dans la gouvernance de la République qui exige un changement. Heureusement que nous sommes en 2023. Heureusement. Allez, Salomon Koutecha, c'est quoi au fait? C'est une déception de la part du président de la... Vous qui étiez derrière de la majorité, vous qui étiez des lignons sacrés, ça ne vous fait pas mal de voir à chaque instant un conseiller privé, le très rapproché du président de la République, le quitter le plus vite que possible et se retrouver en prison? Nous sommes des lignons sacrés de la majorité et nous le serons, même si mon ami Jérémy l'a dit, heureusement nous sommes en 2023, nous le serons Ça ne se toujours prophétise pas, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc, vous n'allez pas changer. Okay, élevez le débat quand même. Il faut quand même élever le débat. Allez-y, allez-y. De maintenir les pouvoirs et les maintenir les... Ça ne vous fait pas mal, Salomon, parce qu'on va terminer cette émission. Je vais revenir par rapport à la question. Ça ne vous fait pas mal. En tant qu'un acteur politique, leader, oui. Au sein du cabinet du président de la République, il y a certains conseillers qui ne se comportent pas dans la ligne du chef de l'État. Lorsque nous prenons le cas de Bisselele, Bifort, qu'on appelait, aujourd'hui il est Bifaible, qui se retrouve à Makala. Il faut lever le débat. Montre tout simplement que je suis dans mes minutes, cher Jérémy. On termine dans les secondes, c'est déjà la fin de cette émission. Le débat étant haut, comment on essaie de déplacer avec 300? Lorsque je parle de ça, que je lève les débats. Mais ça veut dire quoi ça? Je vous rappelle que le cabinet du chef de l'État au stade actuel est composé de 150 membres. Le président de la République a réduit sensiblement. Mais je vous dis, allez-y. Non, mais moi je parle. Très bien. Alors, votre conclusion, parce que c'est déjà la fin de cette émission. Conclusion de cette émission. Pour vous dire, voilà. Ce qui s'est fait, ou avec M. Bissé, le dossier est au niveau de la justice. Très bien. Et les griefs qu'on lui reproche, nous attendons que la justice puisse nous éclairer qui est fautif et qui ne l'est pas. Merci. Si tel n'est pas le cas, à mon sens, en tant que fasciste, je demanderai au président de la République, avant de nommer quelqu'un, qu'il puisse d'abord faire le checking des fonds pour savoir qui est... Mais il accuse le chef de l'État, c'est qu'il ne fait pas le checking. Écoutez, non mais attendez. Il a dit la vérité. Merci beaucoup. Merci. Je ne suis jamais tombé dans la masse pour le président de la République. Justement, il a dit la vérité. Entouré par des vautours. Des gens qui des vautours. Les leaders de certains partis qui étaient avec lui. Et moi, je Je conclue. Terminé. Je ne sais pas. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je rejoins mon ami. 20 secondes. On a pris le temps. Le chef de l'État, ce n'est pas un bon coach. Il ramasse n'importe qui. Mais ce sont quand même ses amis. Mais ce sont les gens qui sont venus de l'INC. Le peuple congolais, les honorables téléspectateurs, vous nous avez suivis dans cette émission pendant 60 minutes, au cours de laquelle nous avons fait un effort de démontrer les insuffisances de ces régimes qui est constitué des incompétents et dont le bilan est catastrophique dans tous les secteurs de la vie nationale. Et donc, notre pays, la République démocratique du Congo va mal. Très mal et plus mal que la situation qui nous a tous mobilisés. L'opposition pense que vous avez un bilan chaotique. Nous exigeons le changement. Cette alternance a été gaspillée. Tous les gens qui parlent de l'opposition ici verront que Félix sera c'est une alternance gaspillée dans la cacophonie et l'incompétence. On va terminer cette émission. Soit en Angola,
Là, quand même, ça va. En RDC, c'est de la bassesse. C'est qui c'est que du Ourier. Merci, fidèles téléspectateurs. C'était un plaisir de vous tenir compagnie. C'est justement un débat, une émission d'échange et que les compatriotes, les citoyens congolais devraient justement analyser sur les dossiers qui, n'est-ce pas, nous dérangent. Hein. On devait également analyser sur le bilan du chef de l'État. Merci à vous tous qui nous avez suivis partout dans le monde. Comme d'habitude, vous allez couper des parties qui vont vous intéresser, puis vous allez poster. Nous nous retrouvons, en tout cas, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres questions d'actualité. Merci.